Nous vous recevons pour la deuxième fois, Monsieur le garde des Sceaux, pour nous présenter les crédits de votre ministère. Lors de votre audition du 8 octobre dernier, vous nous aviez fait part de votre préoccupation concernant le budget et notamment la capacité à honorer les engagements pris dans le cadre de la loi d'orientation et de programmation du ministère de la Justice. Et vous avez indiqué la semaine dernière, pardonnez-moi, un certain nombre d'avancées sur lesquelles, j'imagine, vous reviendrez devant notre commission. Je dois signaler que vous devrez nous quitter à 18h30, ce qui nous laisse 2 heures d'audition. Après quoi, vous le savez, nous verrons les crédits budgétaires en votre absence, car c'est le règlement qui le veut. Je le rappelle pour nos collègues qui l'oublieraient. Après votre intervention liminaire, Monsieur le ministre, nos 2 rapporteurs pour avis, Madame Gabrielle Catala pour la justice et l'accès au droit et Monsieur Romain Beaubry pour l'administration pénitentiaire et la protection judiciaire de la jeunesse s'exprimeront. Nous entendrons ensuite les orateurs pour chacun des groupes, pour 4 minutes, je le rappelle, ainsi que les députés qui se seront inscrits pour 2 minutes. Et après vos réponses, je l'ai dit, Monsieur le ministre, nous verrons directement les crédits. Je vous laisse, Monsieur le ministre, la parole. Merci, Monsieur le Président. Madame et Messieurs les rapporteurs, Mesdames et Messieurs les députés, je suis très heureux d'être à nouveau parmi vous aujourd'hui devant votre commission pour vous présenter le budget 2025 attribué à la justice. Ici, j'ai un engagement à partir de 18h45. C'est au Sénat où je dois participer à un débat sur une proposition de loi. Comme vous le savez, le projet de loi de finances constitue incontestablement pour l'ensemble des magistrats, directeurs des services de greffe judiciaire, greffiers, fonctionnaires et agents des services judiciaires, de l'administration pénitentiaire et de la protection de la jeunesse, mais aussi et surtout pour l'ensemble de nos concitoyens, le marqueur de la force et de la réalité de nos engagements en matière de justice dans notre pays. À ce titre, le projet de loi de finances pour 2025, présenté le jeudi 10 octobre dernier en Conseil des ministres, basé sur la lettre plafond adressée à mon prédécesseur, était, je l'ai dit à plusieurs reprises, très insuffisant pour permettre d'honorer les missions du ministère dont j'ai la charge et les engagements qui avaient pu être pris dans le cadre de la loi d'orientation et de programmation. Le volume de crédit ouvert, 10,2 milliards d'euros, était certes en augmentation de 100 millions par rapport au précédent exercice, mais ne permettait pas de réaliser les investissements nécessaires au renforcement et à la modernisation de nos institutions. Surtout alors que la LOPJ sanctuarisait les recrutements indispensables au désengorgement des juridictions, le projet de loi de finances qui autorisait 619 créations d'emplois, obérait l'objectif prioritaire gouvernemental qui nous avait été fixé de rendre et exécuter les décisions de justice plus rapidement. Vous connaissez aussi bien que moi, au titre de l'activité des services judiciaires, les objectifs de la LOPJ, 1500 magistrats, 1800 greffiers, 1100 attachés de justice d'ici 2027, et ces objectifs, en l'état, n'auraient pu être atteints. Je rappelle que les États généraux de la justice en 2021 ont fait le constat d'un retard et d'un sous-dimensionnement historique de notre système. C'est la référence de tous les acteurs du monde judiciaire et au-delà des seuls professionnels de la justice, celle des élus nationaux et locaux ainsi que de nos citoyens. Ces constats étayés ont en effet été unanimes. Les 36 cours d'appel et les 164 juridictions qui œuvrent au quotidien pour la justice au service des justiciables sont en attente de moyens humains, numériques, mais aussi immobiliers, attentes auxquelles nos concitoyens sont fortement sensibles et qui sont indispensables à la réduction des délais et à la confiance dans la justice. Le cadre posé par la loi du 20 novembre 2023, qui va entrer dans sa 3e année d'application, a vocation à prolonger les actions entreprises ces dernières années, à répondre aux attentes exprimées par nos concitoyens. C'est pourquoi, ainsi que le Premier ministre s'y était engagé, le ministère de la Justice fera l'objet d'un effort significatif dans le cadre du projet de loi de finances pour 2025 à hauteur de 250 millions d'euros supplémentaires par rapport à la lettre plafond. Je suis donc heureux d'être devant vous aujourd'hui pour vous confirmer que le budget de la justice, rehaussé à 10,5 milliards, sera
à la hauteur des engagements pris, puisque nous pourrons respecter ces engagements. L'allocation de 250 millions d'euros d'autorisation d'engagement et de crédits de paiement supplémentaires par rapport à la lettre plafond, dans le contexte budgétaire extrêmement contraint, qui est celui du gouvernement, constitue un effort important que je veux saluer. Cet effort n'aurait pas été possible sans l'arbitrage favorable du Premier ministre et le soutien du ministre chargé du budget et des comptes publics, auquel je souhaite exprimer mes remerciements. Il constitue un signal fort en faveur de la réparation de notre justice, en faveur de cette mission régalienne fondamentale trop longtemps délaissée. Entre 2024 et 2025, les crédits du ministère augmentent ainsi de 358 millions d'euros, soit une hausse de 3,5%. Pour l'enveloppe de rémunération versée aux agents du ministère, l'enveloppe passera de 5,05 milliards d'euros en 2024 à 5,15 milliards d'euros en 2025. Ces moyens plus importants me permettront d'alimenter chacune des grandes composantes de la justice et de mener à bien les missions cardinales du ministère, ainsi que la mise en œuvre opérationnelle de la déclaration de politique générale du Premier ministre. Ces hausses s'élèvent respectivement à plus 0,5% pour l'administration pénitentiaire pour 2025 par rapport à 2024, soit une hausse de 254 millions d'euros, ce budget passant de 3,94 milliards d'euros en 2024 à 4,2 milliards en 2025, en raison notamment de la poursuite du plan de 15 000 places de prison supplémentaires et du financement du protocole d'Incarville sur la sécurisation des extractions judiciaires. Plus 1,8% pour les services judiciaires pour 2025 par rapport à 2024 pour atteindre 3,82 milliards d'euros en 2025 contre 3,75 milliards hors cotisation retraite. Plus 1,4% au bénéfice de la protection judiciaire de la jeunesse, atteignant 964 millions d'euros pour 2025 contre 950 en 2024 et plus 1,3% pour le secrétariat général du ministère. Vous le savez, et je crois que je l'avais rappelé ici même, je suis prioritairement attaché à maintenir, à respecter les engagements pris sur les effectifs, seul moyen de parvenir à désengorger les tribunaux dont les délais d'audiencement sont devenus inacceptables, tout en étant conscient que nous pouvons encore améliorer, bien sûr, l'organisation, le fonctionnement à travers un certain nombre de mesures qui peuvent nous être propres. L'exemple du délai de 4 ans entre la déclaration d'appel et l'audience de plaidoirie devant certaines chambres civiles de la Cour d'appel de Lyon est à lui seul particulièrement éloquent. Nous poursuivrons donc les recrutements qui ont été engagés à la suite des États généraux de la justice en les conjuguant à des mesures catégorielles ciblées afin de renforcer l'attractivité des métiers de la justice. Ainsi, concernant précisément l'année 2025, une autorisation de recrutement de 1543 ETP, en plus des remplacements des départs à la retraite, sera accordée au ministère, soit 924 emplois en plus par rapport à ceux qui étaient prévus initialement dans cette fameuse lettre plafond. Ces personnels se répartissent de la façon suivante. Sur le champ judiciaire, 970 ETP supplémentaires et le Conseil supérieur de la magistrature, comme pour les services judiciaires, comprenant 949 magistrats, 920 greffiers et 307 attachés de justice. Sur le champ pénitentiaire, plus 528 ETP viendront armer les établissements mis en service. Et sur la protection judiciaire de la jeunesse, qui est aussi un sujet lourd, plus 45 ETP viendront renforcer les effectifs et accompagner l'ouverture de nouveaux établissements. Par ailleurs, l'attention au personnel et aux conditions de travail est un engagement fort de la loi de programmation, tout comme la garantie de l'attractivité des rémunérations des métiers de la justice. Une enveloppe de 28 millions d'euros destinée à financer en année pleine les revalorisations indiciaires et indemnitaires précédemment engagées, dont 21 millions d'euros au titre de la réforme de la filière de surveillance effective depuis le 1er janvier 2024, figure déjà dans le PLF 2025. Le ministère poursuivra en 2025 la mise en œuvre des mesures du protocole d'accord majoritaire sur les métiers de greffe des juridictions signé le 26 octobre 2023. Et grâce à l'amendement du gouvernement, si vous l'adoptez, tous les engagements catégoriels pris seront tenus. L'efficacité dans l'exécution des peines ainsi que l'accélération des procédures pénales seront
2 axes essentiels de mon action. À ce titre, je rappelle que rien ne pourra se faire si nous n'avons pas la capacité de prendre en charge les personnes placées sous main de justice, et en particulier les personnes détenues, dans le respect et la dignité due à chacun. Et c'est pourquoi j'insiste sur l'importance des crédits dédiés à la réhabilitation et à la maintenance, au moins autant que sur celle des moyens dédiés à la construction. S'agissant de la programmation immobilière pénitentiaire, les crédits dévolus en PLF 2025 permettront de poursuivre le plan de construction de 15 000 places supplémentaires. Pour mémoire, ce plan portera à plus de 75 000 le nombre total de places de prison disponibles. Je vous rappelle que nous sommes autour de 80 000 détenus. Donc même à la fin de la réalisation de ce plan, nous aurons toujours une surpopulation carcérale. En 2025, le programme immobilier pénitentiaire poursuivra sa phase active avec le dispositif d'accroissement de la capacité de la maison d'arrêt de Nîmes, celle de la structure d'accompagnement à la sortie de Ducos, le centre pénitentiaire des Baumettes 3, ainsi que les premières phases des opérations du centre pénitentiaire de Baie-Mahault et de la maison d'arrêt de Basse-Terre qui seront livrées. Enfin, la rénovation et la modernisation du parc pénitentiaire existant se poursuivra avec une dotation de 141,5 millions d'euros. Des autorisations d'engagement permettront d'initier la restructuration du centre pénitentiaire de Fresnes, dont la vétusté nécessite une intervention à court terme. Je tiens à mentionner ici les difficultés que nous rencontrons dans le calendrier de réalisation des grandes opérations de construction. Ces difficultés sont liées à des aléas exogènes, ce sont des aléas techniques et environnementaux, des tensions qui sont générées sur les délais d'approvisionnement par les différentes crises, la fragilité du tissu économique, indépendant bien sûr de la volonté du ministère. Il y a aussi des oppositions par rapport à un certain nombre de projets de construction qui du coup retardent bien évidemment ces constructions. Et parfois peuvent les empêcher. Les projets se poursuivent dans un environnement contraint, ce qui a pour conséquence d'accroître les délais de réalisation. À ce titre, un état des lieux du plan 15 000 sera dressé pour mesurer les efforts restant à accomplir et les redéploiements de crédits éventuellement utiles. S'agissant maintenant de l'immobilier judiciaire, 316 millions d'euros y seront consacrés en 2025 pour couvrir les opérations d'ores et déjà en chantier et poursuivre la mise à niveau du parc immobilier, notamment au regard de la sécurité des personnes et des mises aux normes réglementaires, de la mise en sûreté des palais de justice et des opérations de gros entretiens qui sont indispensables à la pérennité du patrimoine. Et nous avons malheureusement beaucoup à faire. Enfin, 7 millions d'euros seront consacrés à financer la construction du plan CEF sur le secteur associatif habilité. Parallèlement à l'état des lieux sur le programme pénitentiaire, en état des lieux du plan centre éducatif fermé sera réalisé, de même qu'un point sur les autres formats de prise en charge. Je souhaite mettre en lumière certaines enveloppes qui ont pour vocation de moderniser et améliorer concrètement le fonctionnement du service public de la justice, ainsi que les conditions de travail de ses agents. Tout d'abord, les crédits d'investissement de l'informatique ministérielle seront portés à 285 millions d'euros, soit une hausse de 4,7% par rapport à 2024. J'y tenais beaucoup. Ces crédits permettront de poursuivre les projets du second plan de transformation numérique du ministère. Et en outre, les crédits consacrés aux techniques d'enquête numérique judiciaire atteindront 49 millions d'euros. Je souhaite insister sur ces crédits supplémentaires obtenus qui permettront au ministère d'avancer de manière décisive dans sa transformation numérique et en particulier de financer la poursuite de ces projets prioritaires. Il s'agit des projets qui permettront d'obtenir des gains majeurs d'efficacité et de temps dans nos services et pour refondre des outils en état d'obsolescence qui mettent en risque la continuité de la justice et la qualité du service rendu aux justiciables. Les initiatives prises pour renforcer l'écoute, faciliter l'orientation des justiciables entre les différentes procédures, en d'autres termes, l'attention que l'État pourra leur porter, seront renforcées par des outils numériques simplifiés. Ainsi, ces crédits vont en particulier nous permettre de poursuivre la dématérialisation et la modernisation de bout en bout de nos chaînes judiciaires, civiles et pénales, avec la procédure pénale numérique, le projet de refonte civile Portalis, la dématérialisation complète du casier judiciaire national, la mise en convergence de nos outils,
applicatifs pénaux ou encore le nouveau système d'information de l'application des peines appelé PRISM. Les crédits de l'accès au droit et à la justice s'élèveront à 802 millions d'euros pour 2025 contre 790 en 2024. Plus spécifiquement, dans cette enveloppe, les crédits dédiés à l'aide juridictionnelle continueront de croître en 2025 pour atteindre 718 millions d'euros, soit plus 6 millions d'euros sur une année. Et parallèlement, l'aide aux victimes est portée à 51 millions d'euros en 2025, soit une hausse de 4,5 millions d'euros par rapport à 2024. Et sur ce point, je tiens à souligner que l'aide aux victimes de violences intrafamiliales constitue désormais, nous l'avions évoqué lors de ma première audition, désormais 37% du budget dévolu aux victimes. Et l'organisation mise en place ces dernières années et l'effort se poursuivra sur cette politique pénale. Enfin, concernant l'action sociale offerte par le ministère à ses agents, essentielle pour assurer leur soutien, contribuer à l'attractivité de notre institution, le projet de budget prévoit la mobilisation de plus de 36 millions d'euros, soit une augmentation de 3% par rapport à 2024. Et ce budget permettra notamment d'agir en faveur de la politique d'aide aux familles, de réduire les restes à charge en termes de services de restauration et de faciliter l'accès au logement et la propriété pour les agents, notamment via un ajustement du prêt bonifié immobilier. Je suis parfaitement conscient des contraintes budgétaires auxquelles le pays et le gouvernement sont confrontés. Je suis attaché, comme vous, à la crédibilité financière de notre pays. Je rappelle à ce titre que tout au long de l'exercice budgétaire 2024, le ministère de la Justice a pris part à l'effort budgétaire rendu nécessaire par la situation des finances publiques. Ainsi, la programmation 2024, il faut que nous en soyons conscients, a été remise en cause dès le début de la gestion, avec une ressource réduite par le décret du 21 février 2024 portant annulation de crédits à hauteur de 328 millions d'euros en AECP sur les crédits du ministère de la Justice. Par ailleurs, un surgel avait été mis en place le 17 juillet à hauteur de 297 millions d'euros en crédits de paiement, alors que la consommation budgétaire de l'année était déjà très engagée. La forte rigidité de la structure des dépenses du ministère, l'absence d'identification de mesures d'économie limitait toutefois très fortement la soutenabilité de cette mesure de régulation et nous avons pu obtenir le dégel d'un certain nombre de crédits pour nous permettre de terminer l'année 2024 sans reporter trop lourdement un certain nombre de dépenses sur 2025. Dans ce contexte, les efforts sur le fonctionnement consentis par le ministère de la Justice n'ont pas manqué, vous le savez, de provoquer des mouvements sociaux, notamment au sein de la protection judiciaire de la jeunesse, dès cet été, et des tensions dans toutes les cours d'appel, juridictions et établissements pénitentiaires depuis la mi-septembre. Et c'est pour cela que le gouvernement a accepté de réduire d'environ la moitié le montant des régulations successives de l'année. Et ce geste prend en compte, d'une part, des efforts de maîtrise réalisés et d'autre part, la nécessité de récupérer le quantum de crédit nécessaire au fonctionnement du service public de la justice d'ici à la fin de l'année, sans entraîner, je le disais, d'importants reports de charges obérant la gestion 2025. Au final, le ministère aura contribué par ses efforts de gestion en 2024 à la réduction du déficit de l'année, si je puis utiliser cette expression, compte tenu de ce que le déficit est plus élevé que prévu, sans pour autant obérer par des reports de charges excessifs la gestion 2025. Ces efforts continueront bien sûr à être produits par le ministère. Ils sont ainsi nécessaires sur certaines dépenses, en particulier sur les frais de justice, dont la dynamique est de plus en plus importante après année, ce qui peut nécessiter tout un travail sur ces frais de justice. L'enveloppe de crédit consacrée à cette action sera portée cette année à 748 millions d'euros et cette dotation augmente de 11% par rapport à 2024, c'est dire l'effort que nous faisons pour la prise en considération de ces frais de justice. À ce titre, et en sus du plan de maîtrise lancé en 2023, qui commence à porter ses fruits, une revue de dépenses associant le ministère de la Justice et celui de l'économie sera initiée d'ici la fin de l'année. Voilà ce que je souhaitais, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les députés, vous dire en introduction, et je suis maintenant à votre disposition pour répondre à vos questions.
Merci, Monsieur le Ministre. Je donne maintenant la parole à Madame Gabrielle Catala, rapporteure pour avis pour la justice et l'accès au droit. Après quoi, je passerai la parole à son homologue. Lorsqu'on interrogeait Renaud Van Rumbeck sur sa vocation de magistrat, il répondait « On travaille pour le service public, la collectivité. En plus, on travaille pour la justice. Ce n'est pas rien, l'idée de justice. Pour les gens, c'est fondamental. C'est un très beau métier où il faut prendre ses responsabilités. On écoute, bien sûr, mais arrive le moment où il faut décider et il ne faut pas mettre des années à le faire. Par ailleurs, vous êtes dans l'humain. Prenez un juge des enfants, un juge d'application des peines. Il va examiner la situation d'une personne. Est-ce qu'il est prêt à sortir? Est-ce qu'on va lui trouver un travail? Que dit l'éducateur? On va l'aider à se réinsérer. Quand vous siégez en correctionnel ou aux assises, quelle peine va-t-on retenir? Rendre la justice n'est pas simple. Oui, l'idée de justice, ce n'est pas rien, et rendre la justice n'est pas simple. Et c'est pour cela que la justice doit avoir les moyens de faire son œuvre en toute indépendance. Cette année encore, le grand soir se fait attendre. Les moyens ne sont pas là. Il y a un peu plus de 2 ans, le comité des États généraux de la justice remettait pourtant son rapport accablant. Un rapport qui ne faisait que confirmer l'état de paupérisation avancé de notre institution judiciaire. Un plan a alors été annoncé en grande pompe par le garde des Sceaux de l'époque, avec pour ambition affichée de tourner enfin la page du délabrement de la justice. En réponse, une loi de programmation et d'orientation de la justice votée fin 2023 a fixé un objectif de création nette de 10 000 postes d'ici 2027. Bien que largement inférieure aux besoins, cette loi d'orientation et de programmation était un premier pas pour soulager des juridictions asphyxiées. Presque un an après sa promulgation, où en est-on? Les ambitions affichées n'ont pas résisté aux diktats de la sacro-sainte rigueur. Cette année, le ministère de la Justice a payé le prix fort des coupes drastiques du budget. Entre annulation et gel, ce sont plus de 600 millions d'euros qui ont été sacrifiés sur le dos de la justice et de l'accès au droit, sans compter le lourd tribut payé par la protection judiciaire de la jeunesse. 600 millions d'euros, c'est le budget nécessaire pour payer 10 000 magistrats sortis d'école pendant 1 an. 600 millions d'euros, c'est aussi l'équivalent du budget annuel de l'aide juridictionnelle. Il faut s'imaginer les conséquences dramatiques de ces coupes budgétaires sur des juridictions déjà exsangues. Dans une telle situation, le service public de la justice tient grâce au dévouement de ses personnels, magistrats, greffiers, contractuels, mais ne nous y trompons pas, ils sont à bout. Ils sont à bout et pourtant, alors qu'il faudrait rattraper les dégâts de 2024, l'austérité se poursuit en 2025 avec un budget initial inférieur de 500 millions d'euros à celui prévu par un texte voté il y a moins d'1 an. Ils sont à bout et pourtant le premier renoncement du budget porté sur les effectifs, Monsieur le Ministre, vous venez de nous rassurer et nous regarderons les détails de l'amendement que vous avez déposé. Les personnels sont à bout et on le comprend encore mieux au regard des chiffres alarmants publiés il y a quelques jours par le Conseil de l'Europe. Notre pays ne compte que 11,2 magistrats pour 100 000 habitants, contre 21,9 en moyenne en Europe, soit moins qu'en Roumanie, qu'en Bulgarie et qu'en Hongrie. La France consacre 72,2 € par habitant à son système judiciaire, alors que la moyenne européenne est à 85,4 €, soit plus de 25% de moins qu'en Espagne et qu'en Italie. Je vous fais grâce des chiffres des pays arrivés en tête du classement et votre budget contribuera à faire dégringoler davantage la France dans le prochain rapport. Derrière ces chiffres humiliants pour la République française, il y a des conséquences néfastes et très concrètes sur la vie des agents et des justiciables. 4 greffiers se sont suicidés cette année. J'ai une pensée émue pour eux. Le dernier, Philippe, greffier au tribunal judiciaire de Bordeaux, s'est donné la mort le 10 juin. Après 20 ans de métier, il venait d'être muté dans un service qu'il a trouvé désert. Ses collègues témoignent. Personne n'était là pour le former aux procédures. Tous étaient en arrêt maladie. Il se levait très tôt, se couchait très tard. Il ne mangeait plus. Sous pression constante en raison de la cadence à flux tendu qu'il leur est imposée, les greffiers sont contraints, bien malgré eux, de trier les dossiers et d'en sacrifier, faute de temps. Ils le déplorent et le disent. Ces dossiers, ce sont des personnes qui attendent que la justice se prononce pour un litige avec un bailleur, un surendettement ou le placement en tutelle d'un tiers, par exemple. Ça fait mal de devoir sélectionner. C'est nous qui prenons tout, jamais les ministères qui dictent les conditions des services. En réponse, votre gouvernement prévoit de faire encore plus mal en créant 3 jours de carence. Il insulte ses agents, piétine leurs souffrances et alimente le récit selon lequel les fonctionnaires seraient des feignants. La paupérisation généralisée du service public de la justice a aussi des conséquences sur les enfants en danger. En 2018, les juges des enfants de Bobigny publiaient dans Le Monde un appel au secours en ces termes.
Nous sommes devenus les juges de mesures fictives, alors que les enjeux sont cruciaux pour la société de demain. Des enfants mal protégés, ce seront davantage des adultes vulnérables, de drames humains, de personnes sans abri et dans l'incapacité de travailler. 6 ans après, rien n'a changé et la situation a même empiré dans certains départements. Chaque année en France, 160 000 enfants sont agressés sexuellement et un enfant est tué tous les 6 jours au sein de sa famille. Seulement 522 juges des enfants sont chargés de suivre plus de 250 000 enfants en danger, faisant l'objet d'une mesure judiciaire de protection de l'enfance. La majorité de ces magistrats suivent 450 situations ou plus, soit au moins 800 enfants, alors qu'ils devraient en suivre 325. 77% d'entre eux disent avoir déjà renoncé à prendre des décisions de placement d'enfants en danger en raison d'une absence de place ou de structures adaptées à leur accueil. Ils doivent souvent attendre 8 à 12 mois pour qu'une mesure d'assistance éducative dont ils ont décidé soit effectivement mise en place, générant des conséquences catastrophiques pour les familles et un sentiment d'impuissance et de gâchis généralisé chez l'ensemble des acteurs du secteur. Assumez-vous dans ces circonstances la priorité de responsabiliser les parents d'enfants délinquants quand sombre la protection de l'enfance et la construction de 3 centres éducatifs fermés? Votre budget n'a pas d'autres ambitions pour la justice des mineurs. Les conséquences de l'austérité, elles pèsent aussi sur les femmes victimes de violences, la soi-disant grande cause du quinquennat. Parmi les 2,6 milliards demandés par les associations féministes pour lutter contre ces violences, 300 millions concernent le budget du ministère de la Justice. Pour assurer la formation continue obligatoire de l'ensemble des professionnels sur les VSS, pour renforcer les pôles spécialisés dans les juridictions, pour étendre l'aide juridictionnelle à davantage de victimes, ou encore pour augmenter le nombre de téléphones grave danger et de bracelets anti-rapprochement. 300 millions dont on ne trouve presque aucune trace dans votre budget, Monsieur le Ministre. Nous avons par conséquent déposé l'ensemble des amendements nécessaires pour y remédier. Ils ont été votés en commission des finances la semaine dernière. Vous engagez-vous à respecter ces votes ou attendez-vous qu'un 49.3 ou des ordonnances les balayent? L'austérité a des conséquences sur les associations qui accompagnent ces femmes et que l'État maltraite. Cette année, le gouvernement démissionnaire a décidé d'étendre la prime Ségur aux associations du secteur social privé à but non lucratif, avec un effet rétroactif et sans avoir aucune mesure de compensation, fragilisant toujours plus le réseau associatif. Le Centre d'information sur les droits des femmes et des familles du Val d'Oise, département où je suis élue, est déjà en grande difficulté financière et ne peut pas verser cette prime à ses salariés. Vous engagez-vous, Monsieur le Ministre, à soutenir notre amendement visant à assurer la compensation intégrale par l'État de la prime Ségur? Comble de l'humiliation et faute d'engagement de votre part, la Fédération nationale des CIDFF a lancé aujourd'hui une cagnotte pour verser cette prime à ses salariés. Ces moyens insuffisants ont des conséquences sur l'ensemble des justiciables qui voient les procédures s'allonger, induisant souffrance, perte de confiance et par conséquent perte de sens et de qualité de la réponse judiciaire. Le délai de traitement des affaires passées à l'instruction est de 51,7 mois contre 48,5 en 2022. Le délai d'audiencement des dossiers de divorce est régulièrement supérieur à 1 an. Dans certaines juridictions, il n'est pas rare d'attendre 18 mois pour obtenir une décision du juge aux affaires familiales. Le délai moyen d'instruction d'une affaire est de 35,4 mois, soit près de 3 ans. Lorsqu'on se souvient qu'Emmanuel Macron osait affirmer devant l'École nationale de la magistrature que les délais seraient divisés par 2 d'ici 2027, il y a de quoi être écœuré. Monsieur le ministre, chaque décision de justice porte en elle ce que veut dire aujourd'hui une société juste. Mais comment les Français peuvent-ils retrouver confiance en leur justice lorsque des magistrats renoncent à placer des enfants en danger, faute de places disponibles en foyer, lorsque 800 femmes victimes de violences se suicident chaque année, faute d'avoir été suffisamment protégées? Comment les Français le peuvent-ils lorsque les victimes d'infractions sexuelles restent des mois, parfois des années sans nouvelles de leur dossier et qu'après ces années, seuls 1% des auteurs de viols sont condamnés? Comment y croire lorsque le sort des prévenus les plus pauvres est expédié en 20 minutes en comparution immédiate, tandis qu'au même moment, la lutte contre la délinquance et la criminalité en com blanc pâtit d'effectifs insuffisants, comme s'en alarmaient publiquement en avril dernier nos plus hauts magistrats financiers? Vous avez annoncé avoir récupéré 250 millions sur les 500 manquants. Nous allons prendre connaissance de l'amendement correspondant. 500 moins 250, cela fait toujours 250 millions qui manquent. Plus grave, votre budget ampute les autorisations d'engagement du ministère de la Justice de plus de 2,3 milliards d'euros. Qu'est-ce que cela signifie pour l'avenir? Est-ce que les 250 millions déposés compensent les gels et les annulations de crédits de cette année? Monsieur le ministre, comment faire justice quand la 7e puissance économique du monde consacre à sa justice à peine 0,20% de son PIB? Merci. Merci, Madame la rapporteure. Je donne maintenant la parole à Romain Beaubry, rapporteur pour avis pour l'administration pénitentiaire et la protection judiciaire.
Merci, Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, chers collègues. Je ne reviendrai en détail sur l'évolution des moyens dévolus à l'administration pénitentiaire et à la protection judiciaire de la jeunesse. Monsieur le garde des Sceaux les a présentés et les différents budgets prévus pour l'année prochaine font l'objet d'une analyse précise dans la première partie de mon rapport. S'agissant des crédits de l'administration pénitentiaire, je voudrais toutefois attirer votre attention sur deux sujets. Premièrement, la crise structurelle et chronique que connaissent nos prisons françaises. Établissements surpeuplés, personnel à bout de souffle, délinquance de plus en plus violente, l'équation est explosive. Et face à cette crise qui menace notre société tout entière, le gouvernement n'est pas à la hauteur. Certes, le budget de l'administration pénitentiaire augmente cette année, mais en réalité, c'est une hausse en trompe-l'œil. Si les crédits augmentent, c'est par un double effet mécanique. D'une part, la croissance automatique des dépenses de fonctionnement. Celle-ci augmente du fait de l'inflation, mais aussi du fait tout simplement de la hausse du nombre de détenus. D'autre part, les dépenses liées au programme immobilier pénitentiaire, car il faut bien prévoir les budgets pour ouvrir les 3 nouveaux établissements qui sont prévus pour 2025. Au final, le budget pour l'année 2025 bouchera péniblement les trous, permettant ainsi de pallier certaines urgences, mais il ne permettra pas d'améliorer l'état actuel de nos prisons, ni les conditions de détention, ni les conditions de travail de nos agents pénitentiaires. Je voudrais vous dire que ce manque d'ambition politique et budgétaire n'est pas à la hauteur des efforts fournis par notre administration pénitentiaire. Nos agents font face chaque jour à davantage de difficultés. Ils doivent gérer 18 000 détenus en surnombre, alors qu'eux-mêmes font face à une carence d'au moins 4 000 agents. Ils se retrouvent souvent seuls pour gérer une coursive entière, pour prendre en charge une centaine de détenus quand ce n'est pas 150. Ils subissent des réactions à des décisions qui ne leur appartiennent pas, comme parfois le refus de transfert. Même en dehors de leur travail, ils sont suivis et agressés à leur domicile, leurs véhicules sont vandalisés, leurs familles attaquées. Face à ces conditions, l'absentéisme augmente et conduit les autres agents à atteindre des nombres records d'heures supplémentaires. Trop d'agents sont au bord du burn-out et quand ils appellent au secours ou tentent de prendre quelques jours de repos, leur hiérarchie les menace de les faire changer de poste. Mais cette situation n'est pas prise au sérieux par le gouvernement. En 2025, seules 349 créations d'emplois sont prévues et toutes seront affectées aux 3 nouveaux établissements qui doivent ouvrir l'année prochaine. Aucun nouvel emploi ne viendra donc améliorer la situation des établissements existants. Deuxième sujet que je voudrais mettre en avant, la sécurisation de nos prisons qui est aujourd'hui insuffisante pour garantir la protection des agents qui y travaillent, mais aussi celle des personnes qui sont détenues et plus globalement de celle de la société tout entière. Nos prisons sont devenues des passoires, Monsieur le Ministre. Tout y entre, tout y circule pratiquement à volonté. Armes blanches, parfois même armes à feu, comme cet été à la maison centrale de Saint-Martin-de-Ré, drogue en tout genre, smartphone, dernier cri. Et les détenus ne s'en privent pas. Ils inondent les réseaux sociaux de diverses vidéos sur leur vie en prison, tournant souvent en ridicule notre système carcéral et judiciaire. Comment voulez-vous que la prison fasse peur et dissuade les délinquants quand l'image qui en est donnée est ainsi dévoyée? Et j'ajouterai à cela une question encore plus importante, Monsieur le Ministre. Comment croyez-vous que les agents pénitentiaires se sentent face à ces vidéos? Eh bien, ceux que j'ai rencontrés me l'ont dit. Ils le vivent mal, ils se sentent humiliés, ils y voient l'illustration de l'inefficacité de notre système pénitentiaire et l'insuffisance des moyens qui sont mis à leur disposition pour travailler. Et au-delà de cette communication des délinquants, le véritable problème, c'est que tous ces objets qui entrent illégalement en détention sont en réalité autant de menaces pour la sécurité. Sécurité de nos agents d'abord. Je pensais que le drame d'Incarville, qui a coûté la vie de 2 agents pénitentiaires au mois de mai dernier, vous ouvrirait les yeux, mais il n'en est rien. Pourtant, sans téléphone portable, rien de cela n'aurait pu se produire. S'il est intéressant sans doute d'améliorer les méthodes d'extraction ou de transfèrement, cela ne permettra en fait pas de résoudre le problème. Soyons clairs, tant que les détenus pourront téléphoner librement en cellule, ce type de drame pourra se reproduire. C'est sur ce sujet qu'il faut agir en priorité, Monsieur le Ministre. Sécurité des personnes détenues également. L'introduction des drogues et la continuation des trafics en détention contribuent au développement du caïda au sein des détentions. Les détenus qui ne posent pas de difficultés voient ainsi leur tranquillité troublée et leur volonté de réinsertion mise à mal par d'autres détenus qui ont à leur disposition tout l'attirail nécessaire pour les menacer. Sécurité de toute la société enfin. La prolifération des téléphones en détention a une conséquence très claire. Les prisons ne sont plus des lieux coupés du reste de la société. Les détenus sont en relation permanente avec l'extérieur et peuvent à loisir commettre des exactions. Certains continuent à harceler leurs victimes, certains organisent leur trafic de stupéfiants depuis leur cellule,
D'autres vont jusqu'à commanditer des assassinats, comme on l'a vu très récemment à la prison d'Aix-en-Provence. Je considère pour ma part que cette question de la sécurité est une priorité absolue. C'est pour cette raison que j'ai choisi d'y consacrer la seconde partie de mon rapport. J'ai moi-même exercé durant 5 ans au sein de l'administration pénitentiaire avant de rejoindre les forces de l'ordre. Depuis le début de mon premier mandat, en tant que député en 2022, j'ai eu à cœur de m'intéresser tout spécifiquement à cette administration essentielle pour notre société et à ses agents qui réalisent un travail difficile et trop peu reconnu. Pour ce rapport, j'ai conduit de nombreuses auditions, rencontré le directeur de l'administration pénitentiaire, les directeurs interrégionaux, responsables de syndicaux. J'ai également réalisé plusieurs déplacements. Depuis septembre, 6 visites d'établissements dans 5 directions interrégionales différentes. Le constat de ces visites est déplorable, et ce, dans l'ensemble des thématiques sécuritaires. Tous les établissements n'étant pas conçus de la même manière, tous ne présentent pas les mêmes failles de sécurité. Mais on retrouve certaines difficultés de manière régulière. En particulier, il est clair que les dispositifs de protection contre les projections et les livraisons par drone sont insuffisants. D'ailleurs, les chiffres transmis par notre administration sont parlants. Depuis le début de l'année, on atteint presque les 25 000 projections récupérées. Et ce chiffre ne concerne que la petite partie que les agents réussissent à récupérer. En réalité, la majeure partie des projections parviennent jusqu'aux détenus et ce n'est donc pas comptabilisé dans ce chiffre pourtant déjà vertigineux. Sur le terrain, quand j'ai visité les établissements, ce sont des problèmes qui reviennent systématiquement sur la table quand vous échangez avec les agents pénitentiaires, qu'ils soient surveillants ou membres de la direction. Les stupéfiants se diffusent dans des quantités de plus en plus affolantes. Parfois, ce sont des plants entiers de cannabis qui sont retrouvés en train de pousser dans les cours de prison. Les téléphones portables sont tellement présents qu'ils en deviennent banals, alors qu'ils ne devraient même pas pouvoir fonctionner dans les cellules. Et j'ai pu le constater moi-même, à chaque visite, mon téléphone captait parfaitement, quel que soit le quartier de détention. Les brouilleurs qui ont coûté des millions d'euros aux contribuables ne fonctionnent donc pas. Les fouilles des détenus sont plus systématiques et les fouilles des cellules sont rendues difficiles par l'entassement des détenus en raison de la surpopulation. Elles sont également compliquées par les stockages excessifs de produits de cantine. Parfois, vous entrez dans les cellules comme une véritable épicerie. Comment voulez-vous que le surveillant puisse repérer les objets illicites ? De plus, puisque les fouilles ne sont plus systématiques, les agents doivent justifier de doutes sur un détenu avant de pouvoir le fouiller. Les détenus fouillés le savent et se sont donc ciblés, ce qui aggrave les tensions et empêche les personnels d'exercer leur mission de manière sereine. Et les choses les plus basiques sont même remises en question. Les entrées et sorties sont loin d'être aussi contrôlées qu'on pourrait l'imaginer, parce qu'un sas est trop exigu ou parce que les portiques de sécurité sont mal réglés, ou encore parce qu'on doit ouvrir simultanément 2 grilles pour les passages de véhicules à cause d'un défaut de construction. J'ai même vu les miradors qui n'offrent de vue sur certains angles que par un vieux rétroviseur de poids lourd qui a été fixé au mur. Ce ne sont là que des exemples parmi tant d'autres, sur tout ce qui peut entrer ou sortir de nos établissements pénitentiaires. La sécurité des prisons n'est en réalité plus assurée et je pense que ce constat doit nous inquiéter. En conclusion, je voudrais profiter de cette discussion pour rappeler la stagnation du plan 15 000 et souligner qu'aujourd'hui, la programmation budgétaire laisse planer le doute sur la capacité du gouvernement à réaliser les constructions promises. Le budget pour 2025 ne tient d'ailleurs même pas compte des 3 000 places supplémentaires qui ont été prévues par la loi d'orientation et de programmation du ministère de la Justice votée en 2023. Nous irons également regarder dans le détail l'amendement qui a été déposé en dernier instant. Au 1er juillet 2024, selon le projet annuel de performance, 4 521 places nettes avaient été émises en service, soit 1 750 de plus qu'il y a un an. Mais il est ironique de constater que ce total fièrement affiché comprend les 406 places du centre de détention de Fleury-Mérogis qui ne sont aujourd'hui pas opérationnelles puisque cet établissement a dû fermer moins d'1 an après son ouverture. Je passe sur le ridicule de cette situation pour me contenter de vous dire que je ne vois pas comment nous allons passer de 4 500 places en 2024 à 18 000 en 2027. Surtout quand on voit que les autorisations d'engagement du budget pénitentiaire diminuent de plus de 30% pour l'année 2025. Monsieur le ministre, je ne serai pas plus long, je pense que vous avez compris mon affolement face à ces constats et mon ahurissement face aux insuffisances de ce budget. J'espère que vous avez entendu mes alertes et que vous disposerez d'une marge de manœuvre suffisante dans votre action pour en tenir compte. Je voudrais profiter de votre présence parmi nous, pour vous interroger. Ma question est générale et concerne la sécurisation des établissements pénitentiaires. Pouvez-vous nous donner votre position sur ces problématiques ? Comment allez-vous mettre hors d'état de nuire les narcotrafiquants qui œuvrent à l'intérieur des murs ? Quelles mesures prévoyez-vous
pour faire mieux que votre prédécesseur dans ce domaine. Je vous remercie. Merci. Monsieur le rapporteur, j'apporte une précision. Un amendement du gouvernement a bien été déposé, mais pour la séance. Il n'a pas été déposé en commission des lois. C'est une tradition. Je l'ai moi-même donc déposé, et ce sera d'ailleurs le premier amendement que nous verrons. Il est identique, bien sûr, à celui que le gouvernement a déposé pour la séance. Nous en venons aux orateurs des groupes. Monsieur Schreck pour le Rassemblement national. Oui, merci Monsieur le Président. Monsieur le Ministre, le budget de la justice pour l'année 2025, certes tempéré par vos annonces et l'amendement qui a été déposé, que nous allons discuter, rend tout de même caduque la loi de programmation qui nous a occupé beaucoup de temps en commission comme en séance en 2023. Et il faut nous interroger, est-ce que cette loi de programmation et la trajectoire budgétaire qu'elle fixait doit se situer dans un certain bloc d'insincérité budgétaire qui caractérise beaucoup de lois de finances publiques depuis plusieurs années. Alors, à l'origine, le budget envisagé était de 10 242 millions. Il devait s'élever à la lecture de la loi de programmation que nous avons votée à 10 681 millions. Vous rajoutez 250 millions d'euros. Cela génère deux observations de notre part. Déjà, le budget de la justice est baissé de 250 millions par rapport à la loi de programmation, donc par rapport aux besoins de notre justice, par rapport aux besoins de nos concitoyens et par rapport aux besoins que nous avons diagnostiqués et votés. Il faut ajouter qu'à ces 250 millions de baisse doivent s'ajouter les 320 millions de rabots que Bercy vous a imposés, en tout cas à votre prédécesseur au mois de février, plus le surgel à 280 millions. Quelque part, on a du mal entre ce qui est promis, ce qui est rajouté, ce qui est exécuté, ce qui est raboté. On a du mal à s'y retrouver sur le pilotage budgétaire du ministère. En réalité, les coupes budgétaires demeurent. L'amendement y répond. Elle demeure où ? Cet amendement est simple. Vous rajoutez 250 millions d'euros pour permettre le maintien des créations de postes de la loi de programmation judiciaire. Donc ces 250 millions, c'est pour permettre de payer les gens qu'on recrute et d'assumer financièrement les hausses indiciaires qui ont été votées. Donc il est important de dire que qui est impacté par ces coupes ? Eh bien, les choses sont claires. D'abord, le budget 2025 sonne le glas du plan 15 000 places prison. Ce plan que l'actuel Premier ministre souhaitait, en ce qui le concerne, porter à 20 000 places, mais c'est vrai que c'était le temps des primaires LR. Nous sommes sur ce plan un petit peu dans le budget du renoncement. Les dépenses de l'immobilier pénitentiaire s'écroulent, 43% en moins, celles de l'immobilier judiciaire, 60% en moins. On verra comment votre correction budgétaire tempère ces postes. Et c'est vrai qu'on a l'impression que votre prédécesseur, à grand renfort de communication, masquait son impossibilité, sa procrastination à réaliser ce plan de 15 000 places, mais on a l'impression que vous ne le ferez peut-être pas, parce que c'est peut-être pas forcément dans vos convictions. Le budget, et le rapporteur pour avis l'a dit, sonne aussi le glas des moyens de sécurité, et actifs comme passifs, dévolus à l'administration pénitentiaire, alors que le drame d'Incarville, qui aurait peut-être dû être évité, bien entendu, pèse dans l'esprit de chaque gardien de prison, et que les criminels, malheureusement, continuent toujours à courir. Les métiers de greffe restent dévalorisés. L'aide aux victimes, dans le budget en tout cas initial, demeure neutralisée, alors que ces dernières sont de plus en plus nombreuses. Notre groupe avait proposé un contre-budget qui rendait du pouvoir d'achat aux Français, qui effectuait et réalisait des économies structurelles et surtout qui laissait entière la loi de programmation. Donc nos amendements ont pour but de maintenir cette loi de programmation. En ce sens, nous verrons s'ils sont accueillis. Et en ce sens, et en l'état, nous voterons contre cette mission. Merci. La parole est à Jean Terlier pour le groupe EPR. Philippe, tu peux ? Merci. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Ministre, Madame et Monsieur les rapporteurs, chers collègues.
À titre liminaire, je voudrais ici rappeler que ce budget de la justice pour l'année 2025 devait s'inscrire dans une augmentation historique de plus de 40% des crédits depuis 2017. En effet, il y a un an, a été adoptée la loi de programmation du ministère de la Justice pour 2023-2027, dite LOBJ. La France se dotait alors, dans son système judiciaire, d'une politique ambitieuse et de moyens inédits à la multitude d'enjeux auxquels il doit faire face. Par le recrutement massif d'agents, et notamment de 1500 magistrats, de 1800 greffiers ou d'attachés de justice, par la revalorisation des métiers, et notamment ceux de magistrats, de surveillants pénitentiaires et de greffiers, par le déploiement d'une stratégie de transition numérique du ministère, mais aussi par la création de nouvelles places de prison, une perspective était née, celle d'un appareil judiciaire plus efficace et armé pour pleinement réussir sa mission. Et c'est l'augmentation annuelle et progressive du budget de la justice jusqu'en 2027 qui conditionne cette perspective ambitieuse. Et pour l'année 2025, vous l'avez indiqué, Monsieur le Ministre, le compte n'y était pas. En effet, dans sa version initiale, le projet de loi de finances prévoyait un budget pour la mission de justice s'élevant à 10,24 milliards d'euros, hors contribution au compte d'affectation spéciale. Vous aviez vous-même, Monsieur le Ministre, lors de votre audition en commission des lois, exprimé votre préoccupation quant à ce premier scénario. Les députés du groupe Ensemble pour la République partageaient vos préoccupations, tant la matérialisation de cet effort historique est aussi vitale pour la confiance entre l'institution judiciaire et le citoyen qu'attendue par l'ensemble des acteurs de terrain. Comme vous l'avez indiqué dans votre propos liminaire, les arbitrages de ces derniers jours ont permis de rectifier le tir et de trouver un meilleur compromis entre une exigence budgétaire particulière pour 2025 et la nécessaire poursuite des efforts réalisés et des engagements pris à l'occasion de la LOBJ. Le gouvernement s'est engagé à doter la justice de 250 millions d'euros supplémentaires en comparaison aux crédits prévus dans la version initiale du projet de loi de finances. Les députés du groupe Ensemble pour la République saluent cet ajustement indispensable et sera particulièrement attentif aux suites données à ces annonces. Parmi les grandes réformes et les engagements forts pris par l'exécutif, c'est en premier lieu le recrutement massif et attendu de personnel de justice qui doit conduire à une augmentation de plus de 20% des effectifs, par exemple dans un tribunal judiciaire comme celui de Castres. C'est également la création de 15 000 nouvelles places de prison à l'horizon 2027, qui constitue la promesse d'une administration pénitentiaire plus forte, de conditions de travail améliorées et d'une meilleure lutte contre la surpopulation carcérale. Nous avons collectivement, Monsieur le Ministre, parfaitement conscience des difficultés de réalisation des places de prison programmées sur le terrain. Au fond, il est bien connu que tout le monde souhaite plus de places de prison, mais rarement à côté de chez soi. Pour pallier cette difficulté d'exécution, je me permets ici de vous rappeler que nous avions voté un amendement lors de la LOBJ qui permet à la chancellerie de déporter un programme de construction enlisé vers un territoire plus accueillant. C'était l'objet de l'amendement que j'avais porté pour pouvoir aboutir notamment à la création d'une prison dans le sud du Tarn. Pour conclure, Monsieur le Ministre, j'aurais deux questions à vous poser. Dans le contexte budgétaire singulier que nous connaissons et qui pourrait bien perdurer les années prochaines, pensez-vous que l'objectif de création de nouvelles places de prison demeure réaliste ou vous paraît-il illusoire? Est-ce que les crédits supplémentaires qui ont été arbitrés en faveur de la mission justice vont avoir un apport décisif? La seconde question porte sur la mise en place de la réforme du Code de justice pénale des mineurs, qui a donné, et je tiens à le rappeler ici, de premiers résultats encourageants, notamment au regard du raccourcissement des procédures et des délais que vous avez souhaité. Un mineur est jugé aujourd'hui en moyenne 8 mois contre 18 mois avant 2021, et notre réponse pénale en ressort renforcée. Pouvez-vous, Monsieur le Ministre, Pensez-vous, Monsieur le Ministre, que le contexte budgétaire actuel serait de nature à remettre en cause la réussite de cette réforme et à en réduire l'efficacité? Je vous remercie. Merci beaucoup. La parole est à Jean-François Coulombe pour la France Insoumise. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Ministre, Madame la rapporteure. Le budget alloué à la justice est à l'image du budget de l'État dans son intégralité. L'œuvre d'une droite répressive et proche des attentes de l'extrême droite, qui se consacre essentiellement sur le volet carcéral et sécuritaire, bien loin de combler le déficit humain, matériel et financier dont souffre ce service public et ses usagers. Votre gouvernement nous vend 400 millions d'augmentation pour la justice, mais la réalité est tout autre. Avec l'inflation de 2%, cette augmentation est ramenée à 55 millions, ce qui ne permet même pas de rattraper les 330 millions d'euros qui ont été bloqués en février 2024. Une coupe budgétaire sans aucune consultation des professionnels, qui a de lourdes conséquences pour tous les travailleurs de la justice et dont le principal perdant est le justiciable. En réalité, la quasi-totalité des programmes de la mission justice s'inscrit dans une ligne politique austéritaire et subit des coupes budgétaires. Les seules minces augmentations sont tournées vers l'ouverture de nouveaux centres pénitentiaires et centres éducatifs fermés.
Pourtant, l'urgence est d'investir sur la formation, le recrutement et l'accompagnement. Mais votre gouvernement préfère le tout sécuritaire au détriment de l'humain et des conditions de travail des professionnels, au détriment des moyens de l'instruction et de la résolution des affaires. Au sujet des recrutements, ce budget ne respecte même pas le minimum que le gouvernement avait lui-même prévu dans le programme justice. Sur 600 postes de magistrats et greffiers devant être créés par an, déjà insuffisant face à la crise du secteur, ce budget n'en prévoit plus que 270. Ce n'est qu'une goutte d'eau pour un secteur déjà au bord de l'implosion et qui nous inscrit toujours au plus bas dans la liste des pays européens en termes de magistrats par habitant, la moyenne européenne étant de 22 pour 100 000 habitants et en France, nous ne sommes qu'à 11 pour 100 000 habitants. Quant au recrutement dans l'administration pénitentiaire et la protection judiciaire de la jeunesse, c'est encore pire. Aucun schéma d'emploi n'est prévu, alors que ces secteurs vivent une crise sans précédent et que la PJJ a déjà subi cet été une suppression de 500 postes. Voici un aperçu de ce à quoi pourrait ressembler le budget de la justice pour l'année 2025, dans la continuité des politiques qui ont mené à la situation alarmante telle qu'on la connaît. Un budget dégradant toujours davantage les conditions de travail de ses agents et la qualité du service rendu aux usagers. Qu'il s'agisse des justiciables, des mineurs en état de grande vulnérabilité, des personnes détenues ou des victimes de VSS. Autrement, nous pouvons tout simplement continuer le travail fait puis voté en commission des finances la semaine dernière, donnant un budget en rupture totale avec l'austérité imposée depuis des années. Libre à chacun de voter en son âme et conscience, tout en sachant que ces votes nous engageront face aux professionnels qui luttent au quotidien pour faire tenir debout un service au bord de l'implosion et qui ont voté pour qu'on les représente chacun dans nos circonscriptions. Ainsi, comme nous l'avons voté en commission des finances la semaine dernière, nous proposerons à nouveau ce que l'on considère être le minimum indispensable pour permettre à la justice de fonctionner. Recrutement de 2143 magistrats, 1772 greffiers, 500 agents pénitentiaires de probation et d'insertion, 500 agents pour la PJJ. Augmentation de l'aide juridictionnelle pour que chaque justiciable puisse faire valoir ses droits sans condition de ressources. Expérimentation de la régulation carcérale pour lutter contre la surpopulation carcérale pour laquelle la France a été condamnée plusieurs fois par la CEDH. Mise en place d'un plan de formation des magistrats pour lutter contre les discriminations, le racisme et l'antisémitisme. Renforcement de l'aide juridictionnelle pour les victimes de violences sexistes et sexuelles. Augmentation du budget alloué au téléphone grave danger. Ouverture d'un nouveau centre ouvert pour les femmes détenues, ainsi qu'un fonds pour améliorer leurs conditions de détention. Et enfin, intégration de la police judiciaire sous l'autorité du ministre de la Justice. J'espère que cela vous fera plaisir, Monsieur le Ministre, pour une police judiciaire renforcée et recentrée sur le travail d'enquête en lien direct avec la justice. La parole est à Colette Cadelial pour le groupe socialiste et apparenté. Merci, Monsieur le Président, Monsieur le Garde des Sceaux. Mes chers collègues, le groupe socialiste et apparenté regrette l'infléchissement de la courbe qui avait été dessinée ces dernières années en termes budgétaires, alors même que les besoins de la justice vont croissant. Une justice qui respecte des délais raisonnables et une justice de qualité ne peut se faire sans moyens financiers, et ce alors même que le besoin et la demande de justice vont également croissant. Les mouvements de régulation budgétaire à l'effet yo-yo fragilisent totalement les juridictions, les bloquant réellement dans leurs projets. Le recrutement d'attachés de justice qui était tellement attendu dans les juridictions est égal à 0. C'est vraiment difficilement acceptable alors même que leur rôle est essentiel dans l'équipe qu'ils forment avec les magistrats et les greffiers. Sur la question des délais, nous ne sommes pas dupes non plus de chiffres en trompe-l'œil qui englobent tout et finalement ne veulent plus rien dire. Nous restons toujours parmi les plus mauvais élèves de l'Europe pour notre justice, derrière l'Espagne et l'Italie. Et la durée de traitement des affaires, vous l'avez d'ailleurs reconnu, Monsieur le Garde des Sceaux, est trop longue, notamment, on parle toujours du pénal, mais dans les affaires civiles et sociales, ce qui contribue réellement au discrédit de la justice. Attendre 18 mois, un jugement du juge aux affaires familiales. 4 ans pour voir reconnaître irrégulier un licenciement devant les chambres sociales des cours d'appel de Pau, des cours d'appel, notamment Lyon, où les délais sont particulièrement importants. Et pourtant, c'est le contentieux du quotidien, le moins visible, celui dont on parle rarement, mais on parle des enfants, on parle de l'organisation de la vie de nos concitoyens. Les juges des enfants ont aussi beaucoup de mal à mettre en place le suivi des assistances éducatives en milieu ouvert, alors que là encore, la question éducative est essentielle. En matière pénale, pendant les auditions, nous avons été alertés par de très nombreux magistrats sur les très volumineux stocks des affaires pendantes devant les cours d'assises départementales.
le fait de ne pas traiter ce stock à l'heure actuelle, d'être empêché de le traiter, a 2 graves conséquences. Les personnes qui sont libres, qui ont pu être libérées pendant la procédure, ne sont pas convoquées, et les victimes sont furieuses, parce que c'est inacceptable pour elles d'attendre aussi longtemps. Et ensuite, et c'est probablement le plus grave, des personnes détenues vont devoir être libérées avant jugement pour respecter les délais de procédure qui ont été prévus au Code de procédure, et ce, à peine de nullité. L'écoulement de ces stocks est donc une priorité. Enfin, s'agissant des frais de justice, certes, ils vont augmenter, mais je rappelle quand même qu'ils sont principalement absorbés par la justice pénale à 92%. Et pourtant, ces frais ne sont pas vraiment négociables si on veut une justice de qualité qui privilégie la manifestation de la vérité, mais aussi, pour tout le civil, ces frais de justice, c'est pour avoir quand même une approche à la fois scientifique et humaine, c'est-à-dire une justice de grande qualité. Et par ailleurs, nous déplorons vraiment ce choix politique du gouvernement qui est incohérent, qui consiste à diminuer les crédits en faveur des associations locales de médiation familiale. Incohérent avec la volonté du législateur ces dernières années de favoriser le recours à la médiation, et ce, afin d'éviter la judiciarisation, c'est-à-dire éviter d'amener nos compatriotes vers des procès. Cette politique des petits pas, et peut-être même d'un pas en avant et 2 pas en arrière, est délétère, car elle génère chez les personnels de justice une souffrance au travail avec, on le sait, un véritable problème de recrutement chez nos greffiers. Je vous alerte encore une fois, Monsieur le garde des Sceaux, sur la surpopulation carcérale. Et là, ce n'est pas un syndicat, mais c'est un haut fonctionnaire de l'administration pénitentiaire qui a tiré la sonnette d'alarme et qui implore les chefs de juridiction, ce qui est quand même un comble, de ne plus envoyer de personnes en détention. Alors, on a des personnels qui craquent légitimement, et la prison ne joue plus son rôle. Merci, chers collègues. Merci. La parole est à Philippe Gosselin pour le groupe Droite Républicaine. Oui, merci Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, mes chers collègues. Nous aurions dû, pour ce budget 2025 que nous examinons, avoir une feuille de route claire. C'est celle que nous avions votée avec la loi du 20 novembre. J'insiste sur la date du 20 novembre, il y a un peu moins d'un an, 2023. Et cette loi d'orientation et de programmation nous donnait une feuille de route qui avait été patiemment discutée, triturée parfois, en tout cas élaborée avec la meilleure conscience pour sortir notre justice française d'une voie de clochardisation, pour reprendre une expression chère à un ancien garde des Sceaux et ancien président de cette commission. Alors autant dire, Monsieur le Ministre, et malgré la bonne volonté, et je sais que vous partagez cette approche, que le compte n'y est pas. Et même si nous aurons tout à l'heure un premier amendement à hauteur environ de 250 millions qui comblera environ 50% de ce qui était attendu. Dans tous les cas, le compte n'y est pas vraiment. Et nous avons, et nous les partageons avec d'autres collègues d'ailleurs et d'autres sensibilités, des inquiétudes sur les emplois, notamment. Alors vous cherchez à nous rassurer, et vous avez raison, et ce n'est pas un réquisitoire, bien sûr, mais les objectifs qui avaient été définis en 2023 seront très difficilement atteints, pour ne pas dire resteront inaccessibles dans les années à venir. Ce qui ne sera pas fait en 25 ne sera pas nécessairement fait en 26, et comme il n'y a pas de schéma d'emploi, il est difficile aujourd'hui d'y voir réellement clair, sauf à trouver que c'est un clair-obscur. Peu de magistrats nouveaux par rapport à ce qui était attendu. En ce qui concerne l'administration pénitentiaire, 349 postes, mais ça a déjà été soulevé par d'autres collègues qui sont en réalité des nouveaux postes sur des nouveaux établissements. Alors je me réjouis qu'il y ait de nouveaux établissements, et on va y revenir dans quelques instants, mais les moyens ne sont pas à la hauteur des attentes. En matière d'investissement, et je quitte le fonctionnement, les autorisations d'engagement sont en chute de 30%, on était même à 50%, donc peut-être qu'on va être à 30% en réalité, mais en tout cas, on est bien loin du milliard qui avait été celui de l'an passé, et les CP sont plutôt quasiment stables. Tout ça augure mal du plan 15 000 plus 3, et je tiens aux 15 000 plus 3, c'est-à-dire 18 000. C'était un objet d'un savant équilibre qui découlait de la loi de programmation de l'an dernier. Donc, question évidemment immédiate, comme celle d'autres collègues, comment
dans ces conditions, le ministère peut-il s'engager sur le respect, alors pour être honnête, déjà illusoire du calendrier de construction. Et dans un rapport qu'il avait commis il y a 2 ans, notre collègue devenu ministre Patrick Hetzel avait montré qu'on était très loin du compte. On était à 2700 places il y a 2 ans, donc je vois mal comment on serait proche des 15 plus 3 aujourd'hui. Donc du reste, donc, question, où en sommes-nous des engagements de terrain, de construction, des collectivités? Faire un point précis sur cet élément. Et puis, une deuxième question qui concerne l'accès au droit et l'aide juridictionnelle, une AJ qui a tendance à stagner et qui ne prend pas en compte aujourd'hui les procès hors normes. Donc, où en est-on du décret de revalorisation? Toujours des longueurs d'instruction beaucoup trop longues, des longueurs dans les instances. Et enfin, pour terminer, si vous pouviez nous faire un point sur le résultat, sur le bilan de TGD, donc la téléprotection grave danger, qui intéresse beaucoup d'entre nous. Merci. Pouria Amirchaï pour le groupe écologiste et social. Monsieur le ministre, la justice, par sa qualité et les moyens dont elle dispose, incarne l'ambition que notre pays nourrit pour lui-même. C'est elle qui, en accomplissant sa mission, dissipe les germes et les termes de la violence et apaise notre société. Service public par excellence, elle doit impérativement réussir, et d'abord pour le quotidien des familles et des personnes, dans leur vie les plus authentiques, qui se confrontent à la vie vraie, des séparations, la garde des enfants, et parfois à la violence des autres ou à celle que l'on se fait à soi-même. Mais cette justice est à bout de souffle. C'est un constat, ça a été rappelé, que nous avons tous entendu lors des États généraux de 2022, celui d'une justice en état de délabrement avancé, n'ayant plus les moyens de remplir son rôle. En 2023, lors de l'examen de la loi d'orientation, et malgré une modeste augmentation des crédits pour le fonctionnement de la justice, le précédent gouvernement avait choisi de s'enfoncer, ou d'enfoncer le pays plutôt, dans une logique du tout carcéral que nous avions toujours considéré comme une impasse. Mon groupe, le groupe écologiste et social, s'est opposé dès le départ à cette orientation qui ignore la souffrance des professionnels, ajoute parfois à celle des victimes et ne prépare pas les condamnés à des sorties positives et ne résout aucun des problèmes structurels. Le projet de loi de finances pour 2025 présenté par le gouvernement, que nous, groupe écologiste et social, ainsi que tous les groupes du nouveau Front populaire, ont heureusement très largement corrigé en commission des finances, confirmait déjà cette tendance qui renonçait même aux ambitions des moyens que vous aviez déterminés les années antérieures. En effet, je ne m'arrêterai pas sur les chiffres, mais juste quelques-uns. En dehors des comptes d'affectation spéciale, les crédits de paiement alloués à la mission justice pour 2025 avaient été fixés à 10,24 milliards, une augmentation seulement de 1,1% par rapport à 2024. Idem pour les postes et les effectifs qui se sont vus drastiquement réduits. Difficile de comprendre une telle politique publique après les déclarations qui avaient été les vôtres. Cette orientation n'est pas acceptable parce qu'elle implique une conséquence concrète et directe et des parcours de vie brisés. Tout commence, j'ai déjà eu l'occasion de le dire, avec d'autres collègues, dès l'enfance, des jeunes fragilisés au parcours carencé qui ne peuvent pas bénéficier d'un accompagnement et d'un suivi adéquat de la PJJ en particulier, faute de moyens, faute d'effectifs, d'éducateurs, de psy, d'assistants sociaux, et des jeunes qui risquent une fracture définitive, renforçant par ailleurs les risques de comportement délinquant. Pour ces jeunes, comme pour tous les autres, c'est par ailleurs une justice industrielle qui les attend, avec notamment les 60 000 comparutions immédiates par an. La contrôleure générale des lieux de privation de liberté, que nous avions auditionné ici même, nous disait, je cite, « On juge des gens dont on ne sait pas grand-chose, dans des conditions lamentables, qui ne permettent ni de défendre correctement, ni de rendre des jugements appropriés. » L'obsession sécuritaire, comme le tout carcéral, s'est traduit par une justice à la fois trop lente et expéditive. Ce n'est pas l'idée que nous nous faisons d'une justice républicaine. Comment parvenir à des décisions de qualité avec du sens, des décisions justes lorsque celles-ci sont prises par des professionnels épuisés par le rythme frénétique qui leur est imposé. Cette justice-là, caractérisée par une politique du chiffre et une précarisation des métiers, ne respecte personne, ni les victimes, ni les prévenus, ni les professionnels. Pour l'État, nos prisons deviennent trop souvent l'école du crime. Elles alimentent une spirale de la récidive qui est largement due au sous-investissement qui ont été ceux des pouvoirs publics à l'égard des SPIP. Dépositaires de la mission essentielle de lutter contre la récidive, les efforts avaient permis de renforcer leurs effectifs, mais on voit bien qu'on tourne à nouveau le dos à cette ambition. Et pourtant, une autre voie est possible. Et je crois que nous l'avons montré dans le débat budgétaire en augmentant les crédits que votre gouvernement
avait refusé pour renforcer la justice. Qu'il s'agisse des magistrats, des greffiers, des SPIP, nous avons voulu doter la justice de moyens conséquents et un fonctionnement digne d'un État de droit. J'espère, Monsieur le ministre, que vous saurez les défendre. Je le dis d'autant plus que les conditions d'examen de ce budget sont totalement aberrantes, avec une commission des finances qui décide en amont de la commission des lois des moyens qui doivent être affectés au ministère. C'est juste pas admissible. La parole est à Philippe Latombe pour le groupe Les Démocrates. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le garde des Sceaux, mes chers collègues. Lors de votre première audition, Monsieur le garde des Sceaux, vous souligniez à raison qu'il était de notre responsabilité de lutter contre la défiance grandissante à l'égard de notre institution en général et de la justice en particulier. Renouer le lien de confiance entre les Français et c'est la belle institution que vous représentez n'est pas chose aisée, à plus forte raison dans un contexte budgétaire contraint. Contexte qui, il faut le dire, vous a valu d'être confronté dès votre prise de fonction à un chemin escarpé. De fait, en cours d'exécution 2024, la mission justice a été amputée d'une partie substantielle de son budget par le décret d'annulation de février dernier. Cela a conduit à l'annulation de crédits à hauteur de 327,9 millions d'euros en AE comme en CP, soit respectivement 2,3 et 2,7% des crédits de la mission pour 2024. Avec un PLF pour 2025 présentant des crédits à hauteur d'environ 10 milliards d'euros, tous ici, nous pouvons faire le constat qu'au regard de la trajectoire fixée par la loi de programmation, le compte n'y était pas. Je profite d'ailleurs de cette occasion pour saluer l'engagement et le travail de votre prédécesseur et la mobilisation pleine et entière des parlementaires, en particulier celle de mon collègue Erwan Balanant. Malgré tous ces engagements, force est de constater que cette enveloppe initiale est naturellement plus que déceptive. Cette enveloppe est déceptive d'abord parce qu'il est évident qu'elle met en risque notre capacité à respecter nos engagements. Je rappelle que l'article 1er de la loi de programmation prévoyait que les crédits de paiement, hors compte d'affectation spéciale pension, s'élèveraient à 10,68 milliards d'euros en 2025. Or, sur ce périmètre, ces crédits de paiement atteignent 10,24 milliards d'euros, soit une différence de 440 millions d'euros. De la même façon, le programme portant sur la politique pénitentiaire, lequel correspond tout de même à 42% de la mission, est marqué par une très forte diminution en AE de l'ordre de 2,1 milliards d'euros. Cette baisse questionne notre capacité à respecter les objectifs fixés par le plan 15 000 à horizon 2027. Toutefois, nous sommes satisfaits que ce budget permette d'accompagner la hausse des effectifs de l'administration pénitentiaire. Cela est par ailleurs un impondérable pour l'ouverture des nouveaux établissements et le bien-être de nos agents. Car à ce jour, le taux d'occupation des établissements continue de se dégrader. La surpopulation carcérale a atteint un nouveau record en septembre, avec 78 969 détenus pour 62 000 places opérationnelles, portant la densité carcérale à 127,3%. Il y a par conséquent un impératif que les délais du plan 15 000 soient tenus. Cette enveloppe est déceptive ensuite, car une telle baisse du budget ne peut aucunement permettre d'assurer une justice plus proche, plus protectrice et plus rapide. La justice ne peut pas être plus rapide si nous ne respectons pas notre engagement de financer les 10 000 postes supplémentaires. La justice ne peut pas être plus proche et protectrice si nous ne respectons pas notre engagement de garantir la poursuite d'investissements et de modernisation tant attendue de la justice. Mais nous croyons, Monsieur le garde des Sceaux, que vous avez mesuré de ces difficultés. En témoigne votre amendement budgétaire que nous soutenons et qui, nous l'espérons, permettra de muscler le nombre d'emplois pour respecter les cibles de création d'emplois pour 2027, de poursuivre le développement numérique à la hauteur des enjeux auxquels sont confrontés les acteurs du judiciaire. Surtout, et nous l'appelons de nos vœux, une augmentation du budget qui permettra que notre système judiciaire soit moins étrillé par de multiples rapports internationaux. En tout état de cause, notre groupe, fidèle à sa ligne, sera vigilant sur l'enveloppe globale de la mission à l'issue de nos débats budgétaires. Mais si on ne peut vous attribuer la paternité de cette baisse de budget alloué à la justice, force est de constater que votre constante mobilisation permettra, et nous l'espérons, que ce budget honore nos engagements. Je vous remercie. Merci beaucoup. La parole est à Naïma Mouchou pour le groupe Horizon et Indépendants. Oui, merci Monsieur le Président. Monsieur le Ministre, je ne voterai pas votre budget pour la justice. Je ne peux pas voter de budget qui nous ramènerait plusieurs années en arrière. Nous sommes, au sein de mon groupe, tout à fait conscients de l'urgence budgétaire, de la nécessité de redresser les comptes publics, mais pas sur le dos de l'institution judiciaire. La justice, c'est à l'os et il n'y a rien à raboter sur un os. Monsieur le Ministre, sur 1 000 € d'argent public, 6 petits euros financent aujourd'hui la justice. C'était 4 € avant la loi d'orientation et de programmation votée en novembre 2023, c'est dire si l'on revient de très loin. 6 petits euros dépensés pour la justice, donc sur 1 000 €, quand les dépenses en matière de sécurité représentent 25 €. La défense, 31 €. La santé, 208 €. Les retraites, 248 €. 6 petits euros, Monsieur le Ministre. C'est la plus petite des dépenses consacrées et il faudrait faire moins que presque rien. Nous pensions avoir définitivement tourné la page du sous-investissement grâce à l'ambition budgétaire portée par Éric Dupond-Moretti
grâce à ces crédits historiques qui avaient été programmés jusqu'en 2027 et que j'ai soutenus, qui devaient permettre de revaloriser les agents, de réhabiliter tribunaux et prisons, d'étoffer les équipes de magistrats. Tout ceci n'était d'ailleurs, et nous le savons bien, qu'un début de rattrapage, tant la justice est appauvrie. Et rappelons-nous, cela avait nécessité de solliciter tout l'écosystème judiciaire sur des mois entiers, en plus des travaux qui avaient été menés pour les États généraux de la justice. Allons-nous défaire ce qui allait dans le bon sens, refaire de la justice le parent pauvre des lois de finances? Le manque de moyens, nous le savons bien, est un préalable à régler, même si ça n'est pas la panacée. Demain, sans les moyens prévus et qui donnaient un peu de perspective aux juridictions, ce sont des pôles violences intrafamiliales qui ne verront pas le jour. C'est le contentieux social qui explosera avec des stocks à n'en plus finir alors que la situation est déjà critique. C'est l'impossibilité de répondre aux urgences, notamment en matière pénale. Tout ceci de l'aveu même des procureurs, des présidents de tribunaux et de cours que nous avons auditionnés et qui dénoncent l'état de crise de leur juridiction. Je pourrais citer, comme d'autres l'ont fait, cette autre urgence de la politique carcérale, du manque de places en prison, avec des taux d'occupation qui atteignent 150% dans des maisons d'arrêt et plus de 200% dans certains établissements. Je pourrais citer ces autres priorités qui pourraient être sacrifiées, une partie des effectifs promis, l'immobilier judiciaire, le numérique. Personne ne peut se satisfaire de cette situation. Je ne m'en satisfais pas. Je suis engagée de longue date et avec d'autres collègues pour réparer la justice, qui n'est pas n'importe quel service public. C'est l'ultime recours quand tous les autres ont échoué avant elle. La justice, c'est la richesse, en particulier de ceux qui n'en ont pas, pour retrouver un peu d'ordre et d'équilibre. Et la justice, en cela, comme le disait Portalis, c'est la première dette de la souveraineté. Nous devons tout faire pour honorer cette dette dans les discours comme dans les actes, en donnant à l'institution judiciaire les moyens d'agir pour espérer rétablir un peu de confiance avec nos concitoyens. Avec 6 €, nous ne réaliserons aucun miracle. Avec moins de 6 €, encore moins, évidemment, difficile de faire croire que nous ferons des priorités de la criminalité organisée, du narcotrafic, des violences intrafamiliales ou des autres missions qui s'ajoutent sans cesse. Non, on ne peut pas faire plus de justice avec moins, en dépit de l'engagement constant, quotidien de tous ceux qui concourent à l'œuvre de justice, et il faut les remercier. C'est pourquoi, Monsieur le Ministre, si le compte n'y est pas, à l'issue de nos débats, il manque 250 millions d'euros. Nous ne voterons pas ce budget. Merci. La parole est à Martine Froger pour le groupe LIOT. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le garde des Sceaux. Notre groupe est réservé sur le budget de justice que vous nous présentez. Certes, les choses se présentent mieux que lors de votre première audition devant notre commission. On nous annonçait alors une coupe budgétaire de 480 millions d'euros. Vous avez réussi à négocier une amélioration de 250 millions d'euros. Il n'en reste pas moins que la trajectoire fixée par la LOPJ n'est pas respectée. Ce recul budgétaire envoie un mauvais signal et semble difficilement compatible avec la promesse faite par votre prédécesseur de sortir le service public de la justice de son état de délabrement. En l'état, force est de constater que notre justice reste dans une logique de rattrapage. En dépit de la baisse des crédits, est-ce que vous pouvez nous garantir que la hausse des effectifs sera conforme à la trajectoire de la LOPJ, tant pour les magistrats, les métiers du greffe et la pénitentiaire ? Au-delà de cette garantie minimale, je tiens à vous alerter sur la situation des services pénitentiaires d'insertion et de probation. Alors qu'ils sont essentiels à notre politique d'insertion, les agents des SPIP ont une nouvelle fois l'impression d'être les oubliés de la pénitentiaire. Les créations de postes pour 2025 restent insuffisantes. Elles ne tiennent compte ni du manque actuel d'agents, environ 455 agents, soit 7% du total des effectifs, ni des conditions et de la charge de travail qui se dégradent au fur et à mesure que le nombre de détenus progresse. Les effectifs des SPIP doivent être suffisants pour qu'ils puissent assurer pleinement leur mission. On ne peut pas d'un côté porter une politique de prévention de la délinquance, de sécurité publique et d'insertion, et d'un autre côté, raboter les moyens nécessaires à la conduite de cette politique. Deuxième point sur la surpopulation carcérale. Notre groupe s'inquiète toujours des conditions indignes de détention. Le taux moyen d'occupation est de 150% dans les maisons d'arrêt. Chez moi en Ariège, il est de 220%. Un résultat inquiétant. J'ajoute à cela le fait que près de 3600 détenus sont contraints de dormir sur des matelas posés au sol. Le bleu budgétaire prévoit une cible d'occupation à 164% en 2025.
Que proposez-vous face à cette situation d'urgence? Nous savons tous d'ores et déjà que le plan prison de 15 000 places, qui connaît chaque année des retards importants dans livraison, ne permettra pas de résorber la surpopulation carcérale. Notre groupe appelle à sortir de cette logique immobilière qui, au fil des années, n'affiche que des résultats médiocres. Nous demandons le lancement et le financement d'une véritable régulation carcérale dans tous les territoires et le renforcement de la prévention de la récidive par le recours aux peines alternatives, notamment le travail d'intérêt général et les placements extérieurs. Enfin, un dernier point sur les conditions de travail des surveillants pénitentiaires qui sont épuisés. Au regard de la situation alarmante que je viens d'évoquer, les agressions contre les surveillants augmentent et quels sont les moyens déployés par votre ministère pour les prévenir et pour accompagner les agents? La LOPJ avait prévu le recrutement de contractuels adjoints pour aider ces surveillants. Aucune information n'est donnée sur le sujet, sur les documents budgétaires. Où en est ce projet? Je vous remercie. Merci beaucoup. La parole est à Elsa Faucillon pour le groupe GDR. Merci. Ah bah, ça c'est truc. Ah pardon. Monsieur le Président, merci. Monsieur le Ministre, vous avez déjà, lors de votre audition devant la Commission le 8 octobre dernier, annoncé que l'enveloppe prévue pour votre ministère ne répondrait pas aux besoins et aux engagements pris précédemment. On peut au moins vous reconnaître de la franchise. Vous disiez « Notre pays n'a jamais eu autant besoin de justice et on ne pourra pas faire plus de justice avec moins de moyens ». Je partage et je pense que ce budget n'est donc pas à la hauteur. Il ne respecte pas les objectifs de la loi de programmation et d'orientation du ministère de la Justice 2023-2027, sur lesquels, je le rappelle, nous avions fait de très nombreuses remarques et propositions, disant déjà que, quelque part, il y avait un besoin de rattrapage tellement immense que même ce qui était annoncé comme historique par le ministre Dupond-Moretti ne permettait pas de faire face aux effets de 30 ans d'abandon de la justice, livrant, je cite les auteurs du rapport du 8 juillet 2022 des États généraux de la justice, comme un sentiment de désespoir, voire de honte, qui domine face au manque de moyens humains et matériels, face aussi aux réformes incessantes et à l'impossibilité de bien remplir sa mission. À l'occasion des discussions budgétaires, nous avons dit plusieurs fois la défaillance du service du service public de la justice qui ne parvient pas à bien remplir son rôle. Je crois que comme députés, nous avons chacun dans nos circonscriptions de multiples exemples pour en témoigner. Il y a aussi l'accumulation des textes législatifs qui ont complexifié inutilement le système judiciaire et accru la tâche des professionnels au détriment du justiciable. Comme l'a souligné le procureur général M. François Molins, aucun autre corps n'a fait face à autant de réformes depuis 20 ans, ni assimilé une telle inflation de normes. Et nous avons, comme législateurs, évidemment, une grosse responsabilité là-dedans. Mais cet empilement de réformes témoigne, je le crois, d'une vision court-termiste des gouvernements, d'une volonté de répondre par la com, en urgence, sans véritable concertation, sans vision globale de long terme. Et d'ailleurs, y compris dans la LOPJ, finalement, beaucoup des propositions phares des États généraux de la justice n'ont pas été repris. Ce constat d'abandon, il laisse les travailleurs et travailleuses de ce secteur en souffrance, faute de création de postes, comme le souligne le syndicat de la magistrature, alors que 1500 magistrats, 1800 greffiers devaient renforcer les effectifs à l'horizon 2027 et 1100 attachés de justice qui devaient être recrutés sur la période 23-25, eh bien, les créations de postes sont moins nombreuses qu'annoncées, plus 270 ETP seulement pour les services judiciaires qui seront créés en 2025. Et puis, il y a les orientations budgétaires présentées qui ne régleront en rien ni la nécessaire lutte contre la récidive et qui non plus n'auront pas d'effet sur l'explosion de la surpopulation carcérale. On a près de 80 000 détenus aujourd'hui dans les prisons françaises. Dans ce contexte, il est regrettable de constater que la priorité du gouvernement, comme de très nombreux avant, demeure la construction de nouveaux établissements pénitentiaires, confirmant ainsi que l'enfermement reste encore et toujours la peine de référence. En 2025, l'administration pénitentiaire prévoit que la dette accumulée pour la construction de nouvelles places de prison s'élèvera à près de 5,4 milliards d'euros. Pourtant, il est crucial de rappeler que l'augmentation du nombre de places de prison n'a jamais résolu le problème, de la surpopulation carcérale,
mais disons-le aussi, il n'a pas été utile dans la nécessaire lutte contre la récidive, au contraire, je dirais. À l'opposé de ces choix, nous soutenons une politique de développement des peines alternatives. Je pense à l'intérêt du placement extérieur, accompagné d'un mécanisme de régulation carcérale. C'est indispensable pour mettre fin à cette surpopulation, à ces conditions indignes pour les détenus comme pour les personnels. Cette procession, elle fait consensus dans l'ensemble du secteur. Madame et chez vous, monsieur pour le le ministre. groupe UDR. Monsieur le ministre, après tant d'interventions négatives, j'aurais voulu vous apporter un peu de réconfort. Alors, simplement me réjouir avec vous que sur le demi-milliard qu'on vous a enlevé, vous en avez récupéré 250 millions. Néanmoins, ça fait 250 millions de moins aussi. Une victoire qui est un peu une défaite malgré tout. Ce qui est de nature à nous inquiéter, c'est que ces 250 millions en moins, vous annoncez que vous allez réaliser ces économies sur le plan prison. Alors là, je suis stupéfaite et ravie à la fois de voir que tous les groupes confondus dans cette Assemblée ont regretté que ce plan prison de construction de 18 000 places supplémentaires à la suite de l'amendement Ciotti soit une nouvelle fois repoussé. Ça me rassure en même temps, quelque part. Je voudrais m'associer à tout ce qui a été dit auparavant et faire simplement un focus sur l'investissement sur le pénitentiaire. Vous évoquez dans le programme de l'administration pénitentiaire des dépenses de sécurisation active comme le déploiement des caméras piétons, mais aussi des dépenses de sécurisation passive comme le déploiement de dispositifs de détection et de neutralisation des communications illicites. Je souhaiterais à mon tour évoquer devant vous un sujet majeur qui a été repris par de nombreux médias. En effet, les services de renseignement seraient inquiets car les mafias du narcotrafic enverraient massivement des candidats sur les concours de gardiens de prison afin d'infiltrer les centres pénitentiaires. Nous avons devant nos yeux une tentative d'institutionnalisation de ce narcotrafic qui s'inspire notamment de ce qui se passe en Amérique latine. Monsieur le ministre, comment se fait-il qu'encore aujourd'hui seulement 20 établissements pénitentiaires sur 136 fassent l'objet du dispositif de brouillage, alors que l'on sait pertinemment qu'une partie de ces trafics est gérée depuis l'intérieur des prisons? L'actualité récente nous l'a hélas rappelé. Comment se fait-il par la surpopulation carcérale? Pardon, c'est moi qui vous ai coupé, mais c'est involontaire. Allez-y, je vous en prie. Je reprends. Désolé. Donc, c'est vraiment désagréable, mais non, c'est moi qui... Tant pis, je vais au bout, même si c'est désagréable. Donc, comment se fait-il aussi que, dépassés par la surpopulation carcérale, les surveillants soient forcés de tolérer la vente et la consommation de drogue, comme c'est le cas à la prison de Bordeaux de Gradignan, qui a fait l'objet d'une enquête récente du Figaro. Alors, Monsieur le ministre, face à l'ampleur de ces tentatives d'infiltration de nos centres pénitentiaires, pourriez-vous nous dire les actions que vous comptez mettre en place pour endiguer ce phénomène malgré votre maigre budget? Beaucoup d'attentes, beaucoup de désillusions, beaucoup de questions. C'est la raison pour laquelle le groupe UDR sera obligé de voter contre et en étant désolé vraiment de vous apporter encore une fois une réponse négative. Bon, et toutes mes excuses, j'ai appuyé 2 fois sur le bouton pour vous couper, c'était involontaire. Nous en passons aux 9 députés inscrits. Après quoi, Monsieur le ministre, vous pourrez répondre. Jordan Guiton pour le groupe Rassemblement National. Oui, merci Monsieur le Président. Monsieur le ministre, vous avez confirmé publiquement il y a quelques semaines que si votre ministère n'obtenait pas de budget supplémentaire, alors vous quitteriez vos fonctions. Finalement, vous avez obtenu une baisse de seulement 250 millions d'euros. On est bien clair de ce dont on parle depuis tout à l'heure. Pour nous, dans le groupe Rassemblement National, il ne peut pas y avoir de volonté politique sans budget. Et malheureusement, le budget, il n'y est pas. Or, aujourd'hui, il est question de rééchelonner le projet de création de 15 000 places de prison supplémentaires sur lequel vous êtes depuis tout à l'heure auditionné. Cette décision soulève de l'incompréhension mais des interrogations, Monsieur le ministre, car nous avions voté avec une grande majorité des voix lors de mandats précédents le plan de création de 15 000 places de prison. Donc vous allez revenir sur cet engagement alors même qu'il est essentiel pour nous à la réussite du système de justice, évidemment, de notre pays. Nous ne pouvons que faire évidemment le lien entre le manque de places de prison et le laxisme judiciaire. Un seul exemple que je prendrai. L'individu qui a frappé un médecin il y a quelques semaines dans l'Essonne a pris 800 € d'amende et un stage de citoyenneté. Alors non, il n'y a pas de sentiment de laxisme judiciaire, il y a un laxisme judiciaire et nous faisons le lien au Rassemblement National entre le manque de places de prison et le laxisme judiciaire.
Car si les prisons sont pleines, ce n'est pas parce que la justice est ferme, c'est parce que la violence a augmenté et que nous manquons de places de prison. Donc ce budget ne nous, évidemment, permet pas d'améliorer le système dans nos prisons. Et donc, il me reste 20 secondes pour vous poser mes questions. Vous voulez lancer une opération vérité, vous avez dit publiquement. Donc quels projets ne seront pas réalisés concrètement, Monsieur le Ministre, à cause de la baisse de 250 millions dans votre budget? Et quel sera le plan de rééchelonnage? Donc, Monsieur le Ministre, serez-vous un ministre qui tient vos promesses ou serez-vous, comme vos prédécesseurs, un ministre qui échouera? Merci beaucoup. La parole est à Caroline Yadan. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Ministre, la justice restaurative, c'est une question que je me permets de vous poser sur la justice restaurative qui permet d'apaiser les tensions inhérentes au conflit judiciaire, aux victimes de se reconstruire et aux auteurs de faits criminels ou délictueux de prendre conscience de la gravité de leurs actes. Au cours de la législation précédente, Monsieur le Ministre, je me suis beaucoup mobilisée sur le sujet en mettant notamment en place un groupe de travail destiné à expliquer le concept de justice restaurative, à étudier son encadrement dans la loi et à élaborer des propositions pour une meilleure intégration de la justice restaurative dans notre système judiciaire. Cette meilleure intégration pourrait ouvrir la voie à une justice plus humaine, une justice qui cherche aussi à réparer, encourageant ainsi la compréhension mutuelle et la résilience de la communauté. À l'heure où la violence verbale, symbolique et physique est devenue un mode d'expression courant dans notre société, il est essentiel d'apaiser les esprits et de retrouver les moyens de dialoguer, d'échanger, d'entendre, de converser, de comprendre, d'expliquer, de se confronter, c'est-à-dire de communiquer pour aboutir à des échanges pacifiés. C'est en favorisant le dialogue et en redonnant une place centrale à la parole des victimes aussi que nous pourrons bâtir un système judiciaire plus juste et plus harmonieux. Monsieur le ministre, ma question est la suivante. Quelles sont vos pistes d'action, si vous en avez, dans le cadre de l'examen du PLF ou de la politique que vous souhaitez mener pour uniformiser l'offre de justice restaurative sur le territoire, développer éventuellement sa pratique et mieux sensibiliser les acteurs concernés? Je vous remercie. Merci. La parole est à Marie-France Laureau. Oui, merci Monsieur le Président. Monsieur le Ministre, la plateforme Pharos qui lutte contre la cybercriminalité croule sous les signalements. Si l'on en croit un récent rapport de l'administration et des syndicats de police, le nombre de signalements explose. Selon les auteurs du rapport, il serait passé de 4000 signalements par semaine à 1000 signalements par jour. D'après les auteurs du rapport, les moyens manquent. Il ne serait ainsi que 49 agents à gérer ce flux de demandes. Par ailleurs, les moyens matériels mis en place sont strictement insuffisants. Les ordinateurs des agents ne seraient même pas reliés à la fibre optique, mais à l'ADSL, engendrant des bugs informatiques répétés. Parmi les volets traités par Pharos, les atteintes sur les mineurs sont particulièrement importantes. Au premier semestre 2023, elles constituaient près de 12,7% des signalements adressés à Pharos. Dans cette perspective, la mission de Pharos apparaît comme un complémentaire à la mission de la Direction de la protection judiciaire de la jeunesse, directement concernée par la mission justice. Ma question est donc la suivante. Est-il possible de renforcer au sein du programme 182 relatif à la protection judiciaire de la jeunesse les moyens alloués à Pharos dans leur lutte contre les contenus en ligne visant expressément les mineurs? Je vous remercie. Merci beaucoup. La parole est à Hugo Bernalicis. Merci, Monsieur le Président. J'ai deux questions, Monsieur le Ministre. Je suis sûr même qu'une vous a déjà été posée, mais j'aimerais vraiment avoir des réponses claires et précises sur le montant réel du gel budgétaire et du surgel pour 2024 et le montant précis et exact du budget pour 2025. Et en gros, les 250 millions que vous avez annoncés, où est-ce qu'ils sont? Est-ce que c'est une diminution du gel sur 2024, une augmentation par rapport à la diminution prévue de 2025? Enfin bref, voilà, de savoir où on en est, parce qu'il me semble que même avec 250 millions en plus, on est en dessous de la trajectoire de la loi d'orientation et de programmation pour la justice. Ça, c'est le premier point extrêmement important. Deuxième point, c'est sur la régulation carcérale. Vraiment, je pense qu'il faut qu'on avance. Il est essentiel d'avancer sur ce sujet. Qu'est-ce que vous prévoyez, vous, de faire sur la régulation carcérale, ou tout au moins sur la surpopulation carcérale à court terme? Merci. La parole est à Pascal Borde.
Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Ministre, selon les dernières données du CPEJ, le nombre de juges professionnels pour 100 000 habitants en 2022 était de 11 en France, alors que la moyenne européenne est à 17. Le nombre de procureurs en France était de 3 pour 100 000 habitants, alors que la moyenne européenne est à 11. Le nombre d'affaires reçues en première instance par procureur était de 2027, alors que la moyenne européenne est à 204. Ces chiffres révèlent la réalité de la situation de la justice pénale en France. Il y a de quoi doucher votre optimisme. Mais il n'y a pas que ces chiffres, Monsieur le Ministre. Les magistrats, chefs de juridiction eux-mêmes, ont lancé un véritable cri d'alarme. Ils ont eu un discours cash lors de leur audition par Madame la rapporteure. Voici quelques extraits. Nous n'avons plus les moyens de juger, y compris en matière criminelle, parfois 10 ans après les faits. Cela pose des difficultés, notamment pour la sécurité de nos concitoyens. On est dans une situation en matière immobilière qui fait que même si on avait les moyens humains, on ne pourrait pas juger faute de lieu. Nous sommes à partir d'octobre 2024 en cessation de paiement. Nous ne pouvons plus payer nos prestataires, ceux qui concourent au bon fonctionnement de la justice. On a déjà dû couper dans les dépenses de documentation juridique. Au 1er juin 2024, il y avait 1647 magistrats du parquet en fonction en première instance. Plus de 3,5 millions de procédures entrantes à traiter, plus celles déjà rentrées. Il y a près de 3,5 millions de procédures encalminées dans les placards des commissariats et des gendarmeries. Et surtout, on est à l'os de ce qu'on peut faire, et ce depuis longtemps. Là, on n'a même plus de gras. Alors, Monsieur le Ministre, voici ma question. Que comptez-vous faire pour sortir la justice de l'ornière dans laquelle elle se trouve? Envisagez-vous enfin de créer un plan justice, grande cause nationale, Merci. pour enfin que nos concitoyens retrouvent la confiance dans la justice? Et ça, Éric Pauget, merci. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Ministre, comme l'a rappelé le ministre de l'Intérieur, l'exigence d'effectivité réelle des sanctions doit s'appliquer aux consommateurs de drogue qui alimentent de fait les trafics. Il faut réduire aujourd'hui le volume inerte de peines jamais exécutées. L'encellulement individuel des consommateurs condamnés au sein des maisons d'arrêt n'est pas forcément adapté à leur niveau de risque. Et nous savons tous que les programmes immobiliers pénitentiaires du plan 15 000, ça vient d'être dit et redit, connaissent un retard important et apparaissent sous-dimensionnés. Une solution passerait par une nouvelle organisation pénitentiaire, entre guillemets, semi-fermée, née de la transformation et de l'adaptation de bâtiments publics existants, désaffectés, je pense notamment à d'anciennes casernes. Ces établissements reconditionnés accueilleraient des primo-condamnés et des condamnés à des courtes peines. Et c'est cette idée de prison d'un genre nouveau que Michel Barnier a émis pour ces condamnés à des peines courtes, peines qu'il souhaite plus nombreuses. Aussi, Monsieur le Ministre, allez-vous d'une part inscrire au sein de votre action cette nécessité d'assurer la mise à exécution effective des peines de courte durée, notamment pour les consommateurs de stupéfiants, et d'autre part, seriez-vous favorable au principe d'une nouvelle organisation pénitentiaire que je viens d'évoquer avec des prisons dites semi-fermées? Je vous remercie. Merci. La parole est à Sophie Blanc. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Ministre, à la prison de Perpignan, entre surpopulation, trafic de drogue et radicalisation croissante, le personnel pénitentiaire fait face à une intensification alarmante des incidents de plus en plus violents et fréquents. Un plan ambitieux dévoilé en octobre 2023 prévoyait la création de 18 000 places de prison d'ici 2027 avec un projet central d'un centre de détention à Rivesaltes conçu pour désengorger la région. Cependant, la décision récente de rééchelonner les travaux de construction, y compris l'extension de 515 places, remet en question cet engagement initial. Ne craignez-vous pas qu'un tel report de projet ne sape la confiance du personnel pénitentiaire et des citoyens envers le ministère de la Justice ? Les agents, sous une pression constante, sont contraints de gérer un climat explosif qui compromet chaque jour davantage leur sécurité ainsi que celle des détenus. Quel mécanisme prévoyez-vous pour honorer les engagements de création de places de prison si les crédits d'investissement devaient être reportés ? Et enfin, face à une situation critique dans des établissements toujours comme celui de Perpignan, ma région, où les tensions atteignent des niveaux inédits, est-il envisageable de réévaluer les priorités budgétaires pour assurer la sécurité des agents, renforcer la lutte contre la radicalisation et garantir des conditions de détention acceptables? Je vous remercie. Merci. La parole est à Jean Moulière. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Ministre,
Depuis quelques années, nous voyons arriver une nouvelle forme de violence avec le trafic lié aux stupéfiants. C'est un fléau qui fait chaque année de plus en plus de victimes, directes ou indirectes, comme en témoignent malheureusement les événements récents en France. En tant qu'élu du Nord, un territoire particulièrement touché par le trafic de produits illicites, comme d'autres départements frontaliers, je considère qu'il est vital et urgent de trouver des solutions durables, justes et fortes. Les conséquences sont graves pour notre société. La santé de nos jeunes est lourdement affectée, le sentiment d'insécurité se renforce de jour en jour. Cela ne touche plus uniquement les quartiers situés en banlieue, ce sont des guérillas urbaines qui se déroulent maintenant en plein centre-ville. Nos concitoyens, de près ou de loin, sont tous concernés et cette situation n'est plus supportable pour beaucoup. Aussi, la mise en péril de nos jeunes, happés par les réseaux de trafiquants, rend cette situation d'autant plus urgente à résoudre. C'est leur avenir, c'est notre avenir qui est en jeu. En tant que responsables politiques, nous ne pouvons nous résoudre à compter le nombre de morts. Nous devons mobiliser tous les moyens nécessaires pour y mettre un terme. Nous avons besoin de nouvelles solutions pour renforcer la lutte contre des trafiquants qui sont de plus en plus organisés, qui s'adaptent à des nouvelles méthodes pour contourner habilement la loi et anticiper les réglementations. C'est dans cette perspective, Monsieur le Ministre, que je souhaite vous demander quelles mesures concrètes et adaptées vous envisagez pour intensifier la lutte contre le narcotrafic sur l'ensemble du territoire. Je connais votre implication dans ce dossier, notamment aux côtés du président Marc Angeli, sur la question des repentis. Mais plus largement, comment ces nouvelles mesures auront-elles un impact réel et durable sur ce phénomène délétère qui affecte l'ensemble de notre société? Je vous remercie. Merci. Monique Glisetti. Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, mes chers collègues, notre pays connaît aujourd'hui une crise majeure, une crise qu'on ne pouvait imaginer il y a quelques années. Ceux que nous considérions comme des innocents, les mineurs qui commettaient des actes relevant plus de l'erreur de jugement et de l'immaturité, font en ce jour partie d'une criminalité organisée qui gangrène notre société, qui prennent part à des assassinats et ils le font sciemment sous l'ombre du narcobanditisme. À Marseille, où se situe ma circonscription, selon le rapport de la Cour des comptes sur les forces de police dans la cité phocéenne, 26% des mises en cause pour des faits de délinquance de voie publique sur l'ensemble de la ville sont des mineurs. Une situation plus qu'alarmante pour laquelle les Marseillais et les Français, plus généralement, attendent une réponse ferme pour protéger les mineurs et être protégés des pires agissements que peuvent commettre ces derniers. Dans le PLF pour 2025, le gouvernement prévoit dans la mission justice et plus particulièrement dans le programme protection judiciaire de la jeunesse d'augmenter de 1,3% les sommes allouées à la mise en œuvre des décisions de justice concernant les mineurs. Mais faudrait-il encore que les décisions de justice soient prononcées et qu'elles satisfassent la gravité des crimes que commettent les mineurs, notamment dans le cadre du trafic de stupéfiants. Ainsi, Monsieur le garde des Sceaux, je me permets de vous demander si ces argumentations qui semblent insuffisantes dans le programme protection judiciaire de la jeunesse pour la mise en œuvre des décisions juridictionnelles vont permettre de satisfaire aux objectifs de répression des actes criminels et la préservation de ces mineurs en assurant que les peines complémentaires du CPJM soient effectivement appliquées et donc ramener les mineurs délinquants dans le cadre républicain et civique. Je vous remercie. Merci. La parole est à Hervé Saulignac, puis Émilie Bonivard. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Ministre, je ne vais pas vous interroger sur les 250 millions d'euros qui semblent manquer, mais sur, puisque vous l'avez largement été, mais sur des besoins supplémentaires qui pourraient naître, si j'en crois les déclarations que vous avez faites ce matin. C'était sur France Info, je crois, vous avez déclaré qu'un parquet national anticriminalité organisé pour lutter contre le trafic de drogue, je vous cite, pourrait être tout à fait une solution. Ce serait donc une structure supplémentaire avec évidemment des coûts supplémentaires dans un contexte budgétaire qu'on a largement décrit à l'instant. Et une telle annonce pourrait naturellement être très préoccupante pour le travail des magistrats qui sont déjà surchargés. J'ajoute à l'appui de ma question que la loi du 24 décembre 2020 avait créé dans le ressort de chacune des 36 cours d'appel un pôle régional environnemental, lui-même à moyens constants et sans que les juridictions de jugement ne soient dotées de magistrats spécialisés. Donc ma question est extrêmement simple. Comment vous envisagez de financer un éventuel parquet spécialisé antidrogue? Est-ce qu'il ne le sera pas mieux que les pôles régionaux environnementaux? Je vous remercie. La dernière question est posée par Émilie Bonivard.
Merci Monsieur le Président. Monsieur le Ministre, sur l'avancement du plan 15 000 ou 18 000, alors contrairement à mes collègues, je ne pense pas que la difficulté soit un sous-financement. La difficulté, elle tient aux difficultés à trouver des sites et à accélérer la construction des prisons et à lever les freins. En ce sens, vous avez parlé tout à l'heure dans vos propos liminaires d'une mission qui devrait faire un point sur l'avancement. Est-ce que vous envisagez des mesures visant à accélérer le plan 15 000? Je vous avais évoqué un certain nombre de propositions, comme la reconnaissance des places de prison dans la loi SRU, ou un certain nombre de dispositifs comme les grands chantiers qui accompagnent les collectivités pour accepter ces prisons. Et puis également une communication positive, parce que moi j'ai un centre pénitentiaire dans ma circonscription, et un centre pénitentiaire, c'est aussi des personnes qui peuvent vivre sur le territoire, qui créent de l'emploi, et avec un certain nombre d'externalités positives, et on en parle malheureusement très rarement. Une autre question sur l'avancement du protocole de 33 mesures suite au drame d'Incarville, qui a permis d'accompagner les personnels pénitentiaires sur un certain nombre de leurs demandes urgentes pour leur sécurité. Est-ce que vous pouvez nous faire un point sur l'avancement de ce protocole? Un point également, s'il vous plaît, sur une difficulté majeure qui a été à la source du drame d'Incarville, qui est le déficit de communication entre le renseignement pénitentiaire et le renseignement judiciaire. Ça fait partie des choses qui doivent impérativement être améliorées pour renforcer la sécurité des prisons et diminuer également la poursuite des narcotrafics entre le pénitentiaire et l'extérieur. Je vous remercie. Merci beaucoup. Monsieur le ministre, je vous laisse répondre à ces 22 interventions. Merci, Monsieur le Président. Je suis partagé, mitigé en vous écoutant, parce que j'ai envie de constater avec vous, effectivement, que la justice est loin d'être réparée et que le constat fait par les États généraux de la justice reste d'actualité. Et puis dans le même temps, vous ne réparez pas en 3 ans, 4 ans, 30 ans, 40 ans d'abandon. Bon. De la part d'ailleurs de tous les gouvernements qui sont aujourd'hui représentés ici, pour un certain nombre. Donc voilà, donc c'est pour ça que je suis partagé, parce qu'effectivement, on est loin d'avoir réparé la situation. Mais quand même, vous avez une augmentation de 53% depuis 2017 du budget de la justice. Alors, ça n'est pas encore suffisant, mais alors, un certain nombre d'entre vous l'ont constaté. Et je les en remercie, ça m'encourage. Bon, parce qu'on pourrait être découragé, effectivement, quand on entend toutes les critiques. Bon. Mais il y a des choses positives que j'entends aussi. Bon, notamment depuis que le Parlement a voté la LOPJ, parce qu'il y a une prise de conscience que justement, la justice doit devenir une priorité. Alors, on est loin encore, bien sûr, de ce qu'il faudrait, surtout quand on compare le budget de la justice en France avec le budget de la justice dans des pays qui peuvent nous être comparables, par rapport à l'Allemagne, par rapport à l'Italie, par rapport à l'Espagne, par rapport aux Pays-Bas, par rapport à la Belgique. Bon, nous sommes en retard, oui. Bon, mais petit à petit, il nous faut rattraper ce retard. Et une fois de plus, 53% d'augmentation en quelques années. Il n'y a pratiquement pas de budget qui ont dû connaître cette augmentation. Bon. Alors, bien sûr, cette situation m'a permis d'ailleurs d'obtenir l'arbitrage favorable du Premier ministre par rapport à ce que je pouvais demander. 250 millions. Alors, effectivement, ce n'est pas les 487. Vous avez arrondi. 500 millions, non, c'est 487. 17 millions, c'est pas rien. Bon, donc, voilà. Donc, c'est peut-être pas des formations au cours des comptes, mais voilà, 487 millions. On a obtenu 250 millions. Et en fait, lorsque vous regardez les choses,
une grande partie de ces 250 millions, je n'étais pas en mesure de les consommer. Parce que je n'ai pas décidé de rééchelonner le programme de construction des prisons. J'ai seulement constaté qu'un certain nombre d'opérations ne pouvaient pas se faire, compte tenu d'ailleurs de quelques oppositions locales. Bon, donc voilà, aidez-moi à convaincre. Bon, si, parce que je suis pour, bien sûr, les peines alternatives, mais en tout état de cause, il y a besoin aussi de centres de détention. Bon, donc il faut pouvoir avoir un équilibre, bien évidemment, dans une politique, je dirais, pénale. Bon, donc voilà, donc c'est... Ce serait d'ailleurs stupide de ma part, et je n'oublie pas que j'étais premier président de la Cour des comptes, comme je l'ai dit tout à l'heure, demander des crédits que je ne suis pas en mesure de consommer, c'est quand même d'une rare stupidité. Bon, donc voilà, alors on peut effectivement les utiliser à autre chose, mais en ce qui concerne le programme immobilier, en tout cas, bon, c'est toujours difficile, je dirais, de modifier les opérations que vous voulez faire, parce qu'il y a toujours une préparation. Ce que j'ai voulu faire, et ce que ces 250 millions me permettent, c'est de respecter tous les engagements qui ont été pris en matière d'augmentation d'effectifs, des magistrats, des personnels de greffe, des juristes assistants, des personnels pénitentiaires. Et tous les protocoles qui ont été signés, je serai en mesure de les respecter. Protocole Ségur, protocole d'Incarville. Voilà. C'était ma priorité et nous y sommes parvenus. Et si j'y suis parvenu, c'est aussi grâce à vous. Bon, alors peut-être davantage effectivement du bloc central et je en remercie. Bon, mais oui, voilà, je vous remercie de vos encouragements parce que d'une certaine façon, je constate, Monsieur le Président, une unanimité dans votre commission. Tout le monde veut soutenir la justice. Voilà. Donc j'y suis sensible. Et c'est pour ça que, malgré tout ce que vous avez dit de négatif, Mme Barrege l'a dit, là, malgré tout ce que vous avez dit de négatif, je vais sortir encouragé par le fait que vous allez continuer à me soutenir pour obtenir des crédits complémentaires. Bon, voilà, donc c'est plutôt encourageant. Pour répondre... J'ai noté vos questions et sur un certain nombre de questions précises, on essaiera d'apporter les réponses au président de la commission où on vous les adressera directement parce que je ne peux pas répondre à toutes les questions que vous avez posées. Je voudrais vous rassurer sur un certain nombre de priorités. Oui, les violences intrafamiliales, c'est un sujet, c'est une de mes préoccupations. D'ailleurs, j'avais eu l'occasion de vous le dire lors de la première audition. Les crédits ont sensiblement augmenté. Et dans toutes les juridictions, nous avons consacré des moyens importants pour lutter contre ces violences intrafamiliales. Mais c'est vrai qu'à partir du moment où ce contentieux est prioritaire, ça peut se faire au détriment d'autres contentieux compte tenu de moyens qui restent contraints au niveau de la justice. Et c'est pour cela que tout le monde attend avec impatience, je dirais, les effectifs supplémentaires. Sur la gestion 2024, quand je suis arrivé au ministère, effectivement, il y avait une annulation de crédit de 328 millions d'euros qui était intervenue en février 2024 et se sont ajoutés 297 millions de gel. Ça fait 625 millions. Donc déjà, la loi de programmation, d'une certaine façon, n'était pas respectée, puisqu'il y avait 625 millions qui étaient soit annulés, soit gelés. Nous en avons repris 355 millions.
et je suis heureux de les avoir. Et ça a été une bataille bon, avec Bercy qui nous a d'ailleurs entendus et qui nous a permis justement d'honorer nos factures de fin d'année et de faire en sorte que nous ne partions pas sur un budget 2025 déjà amputé d'un certain nombre de factures en souffrance. Bon. Donc nous avons repris ces 355 millions qui ont été dégelés et nous avons obtenu pour le budget 2025 250 millions supplémentaires. Donc ce qui fait que compte tenu des 100 millions supplémentaires par rapport à l'année précédente, c'est 358 millions que nous avons pu obtenir d'augmentation sur le budget de la justice. Bon, on peut considérer que ce n'est pas suffisant. Bon, bien évidemment. Bon, mais cela dit, comme je vous l'ai dit, ça me permet de respecter tous les engagements que nous avons pris. Et je suis attaché à ce que, justement, on soit en mesure de respecter la parole de l'État. Et c'était, une fois de plus, ma priorité. Alors, sur le programme pénitentiaire, on vous dira toutes les opérations susceptibles de déboucher sur 2024. Sur 2025, on fera le point. Moi, je souhaite une opération vérité sur ce programme. Mais si un certain nombre de réalisations ne se font pas, c'est compte tenu d'opposition. J'ai encore reçu tout à l'heure un courrier sur un projet sur Noiseau. Bon, bah voilà, il y a une opposition, semble-t-il, de l'ensemble des élus et de la population. Oui, mais c'est pas facile. Si l'autre jour, j'ai vu un élu qui m'a dit « Je suis contre le projet que vous nous présentez et je vais vous proposer un contre-projet. » J'ai dit « C'est très bien. » Bon, mais c'est rare. Oui, alors il faut peut-être réfléchir. Il faut peut-être réfléchir à ce qu'il y ait des formules qui incitent davantage les élus à accueillir ce type d'investissement. Moi, j'y suis tout à fait prêt. Je suis prêt à en discuter avec Catherine Vautrin et puis avec le ministre des Comptes publics, parce que je pense que c'est une façon peut-être positive de sortir de ces oppositions, même si ça ne réglera pas tout. Hein. Quand vous avez des oppositions qui peuvent être des oppositions de principe. Sur nos prisons, je suis sensible à l'effort qu'il nous faut faire pour sécuriser davantage nos prisons, bon, à la fois pour les surveillants pénitentiaires et puis pour les détenus eux-mêmes. D'ailleurs, j'en profite pour saluer tous les acteurs de la justice, et notamment les personnels pénitentiaires. Ils font un travail remarquable. Et vous l'avez dit, malheureusement, un certain nombre d'entre eux peuvent craquer. Et on ne peut que ressentir avec une très forte émotion et un fort malaise ce type de situation. Bon, il faut que nous puissions accompagner. Bon, nous avons d'ailleurs signé des protocoles d'accord avec les organisations syndicales pour contribuer à une meilleure qualité de vie au travail. Donc nous y sommes sensibles et nous sommes conscients de la difficulté, à la fois des magistrats, des personnels de greffe et puis des personnels pénitentiaires. Vous savez, il se trouve que comme garde des Sceaux, on reçoit régulièrement des informations. Il se passe rarement plusieurs jours sans que nous ayons des personnels pénitentiaires ou bien des magistrats qui sont bousculés, qui sont menacés. Bon. Donc c'est vous dire les conditions difficiles d'exercice de leur profession et que lorsqu'on entend la justice être critiquée, comme on peut l'entendre parfois, c'est profondément injuste au regard du travail remarquable qu'ils peuvent faire au jour le jour, au quotidien, pour justement s'efforcer de répondre aux attentes de nos concitoyens. Vous savez, il y a plus de 2 millions de décisions de justice qui sont rendues sur l'année. Bon, et essentiellement d'ailleurs des décisions qui concernent la justice civile. Bon, la justice pénale, c'est beaucoup moins de décisions. Sur un certain nombre de sujets sur lesquels vous avez insisté, notamment sur la criminalité organisée. Bon, j'aurai l'occasion, avec le ministre de l'Intérieur à Marseille, de faire un certain nombre de propositions, de réponses.
immédiate à ce fléau. La criminalité organisée, c'est une menace, je l'ai dit tout à l'heure en réponse à une question d'actualité, c'est une menace grandissante et gravissime, avec le recours à des méthodes qu'on avait peu connues dans notre pays. Ce sont les méthodes ultra-violentes utilisées par les cartels sud-américains. Et là, je partage le sentiment que peut avoir le ministre de l'Intérieur face à ce fléau. Donc il faut que nous puissions nous armer, faire en sorte que la justice, notamment, soit mieux armée pour combattre ce fléau. Donc nous essaierons de faire des propositions, justement, pour des réponses appropriées par rapport à cela, dans l'attente d'ailleurs d'une proposition ou d'un projet de loi, parce qu'un certain nombre de mesures législatives seront nécessaires. Bon. À la fois pour définir un statut du repenti, mais pas seulement. Donc vous voyez qu'il y a un certain nombre de choses qui peuvent être utiles, y compris de revisiter un certain nombre de procédures dont parfois des avocats peuvent abuser dans un certain nombre de situations. Donc il y a des choses, je pense, à ajuster et nous vous ferons des propositions dans ce sens. Il faut aussi, bien évidemment, échanger davantage les informations. Un certain nombre d'entre vous ont évoqué les services de renseignement. Il faut qu'ils soient mis à disposition pour apporter justement des réponses ou des informations face à cette criminalité organisée qui dispose d'ailleurs de moyens considérables et notamment la capacité de corrompre un certain nombre de nos agents ou fonctionnaires. C'est une vraie menace, là aussi, et donc il faut qu'on y soit extrêmement vigilant. Sur l'exécution des peines, sur la régulation carcérale, je vais mettre en place un groupe de travail au sein des acteurs de la justice pour me faire des propositions pour que l'écart se resserre entre le prononcé d'une décision et son exécution. Bon, avec toutes les conséquences d'ailleurs que cela peut avoir par rapport à la population carcérale. Bon, il faut qu'on ait dans notre pays d'ailleurs une réflexion sur l'ensemble de ces sujets. Bon, la prison peut être une solution, elle n'est pas toujours la solution face à un certain nombre de délits. Donc il faut que le juge puisse avoir, je dirais, un panel de solutions possibles pour sanctionner celles et ceux qui doivent l'être. Bon, et tout cela mérite vraisemblablement une réflexion. Il ne suffit pas de dire nous sommes favorables à des courtes peines, il faut aussi prévoir, je dirais, les lieux d'enfermement. Bon, donc, surtout dans une situation de surpopulation carcérale. Donc voilà, donc nous essayons d'y travailler. Un certain nombre d'entre vous ont évoqué aussi les difficultés d'audiencement. C'est aussi ma préoccupation. Bon, et on va voir, notamment dans les tribunaux concernés, les cours d'appel concernées, comment on peut faire avec les effectifs supplémentaires, avec quelques renforts, comment on peut faire en sorte que ces difficultés ou ces retards d'audiencement puissent petit à petit être absorbés. Donc voilà, il y a un certain nombre de sujets. Il faut qu'on puisse désencombrer aussi la chaîne pénale. D'où tout un travail qu'il nous faut faire sur la déjudiciarisation ou la dépénalisation, trouver un meilleur équilibre entre sanctions administratives, sanctions pénales. Donc tout cela, j'espère que j'aurai l'occasion d'en parler devant vous. En tout cas, je serai toujours à votre disposition pour y répondre, parce que je trouve que ce sont de vrais défis auxquels nous sommes confrontés, et il faut qu'on puisse y apporter les meilleures réponses possibles. En tout cas, je veux vous redire tout mon attachement à faire en sorte que les moyens de la justice soient confortés, renforcés. Je sais que vos attentes et les attentes de nos concitoyens sont nombreuses. Je les prends tout à fait en considération. Et je suis, une fois de plus, sensible à votre soutien unanime sur mon budget. Merci, Monsieur le Ministre, pour cette touche d'humour. Je vous remercie. Nous allons vous suspendre pour vous laisser quitter la salle de commission avant de voir les amendements. Merci à vous, Monsieur le Ministre.